On sent bien que par la montée en puissance des régions, on essaye de contourner l'échelon national et pour permettre à Bruxelles de pouvoir encore amplifier son poids sur les décisions. Il est quand même assez paradoxal de constater que les commissaires européens peuvent prendre des décisions aujourd'hui, ont un pouvoir supérieur à beaucoup aujourd'hui de nos élus. Je crois que la légitimité ne peut émaner que de gens qui ont été explicitement élus par le peuple. On a donné trop de pouvoir aux gens qui ne sont pas et qui n'émanent pas directement du suffrage universel, et c'est ce que disait tout à l'heure le journaliste qui était là, c'est que c'est la dérive, c'est cette dérive-là qu'il faut combattre. Je pense qu'aujourd'hui les régions telles qu'elles sont conçues pour être des relais auprès des institutions européennes. C'est une des raisons aussi pour lesquelles nous pensons que le département redevient peut-être encore plus pertinent qu'il l'était pendant les moments où, vous voyez, ses prérogatives fondent. Ce département, qu'on le veuille ou non, il n'est plus uniquement un échelon administratif. On sent bien que dans la population il est ancré. Depuis la Révolution française, quel paradoxe! C'est nous qui défendons maintenant l'organisation territoriale issue de la Révolution française, qui n'empêche pas nos adversaires de nous taxer d'anti-républicains. On fera d'ailleurs qu'il précise ce qu'il entend par le terme républicain, parce que je crois qu'on ne va pas parler de la même chose. Voilà. Donc nous sommes pour une organisation territoriale qui prend en compte deux réalités. Nous avons une perception, il existe dans notre pays deux communautés que je qualifierais d'organiques, qui sont des êtres vivants, la nation et la commune. La commune, c'est la cellule vivante de la nation, c'est ce qui compose. Et ce n'est pas le nombre de cellules qui pose au problème. Ce n'est pas parce que nous sommes composés de milliards de cellules que notre corps n'est pas un admirable modèle d'équilibre. Le tout, c'est de savoir comment on les organise, comment on les structure. Et les autres communautés, que ce soit les intercommunalités, les départements, les régions, sont des communautés de gestion qui permettent à ces deux corps organiques de pouvoir s'organiser, fonctionner. Et là, effectivement, pourquoi pas des possibilités de fusionner pour les communes qui le souhaitent, mais nous, dans notre programme, nous voulons que ce soit l'expression des communes, que c'est le pouvoir communal qui consente par transfert sur des intercommunalités, éventuellement des fusions. Il y a des endroits, manifestement, communes à 20 ou 30 habitants, on peut quand même légitimement se poser la question, mais que ce soit un consentement qui vienne par le bas. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Aujourd'hui, beaucoup de nos adversaires, notamment le Parti Socialiste et la droite, d'ailleurs sur beaucoup de choses, le clivage de l'UMPS, ça correspond à une réalité, n'ont oublié ce principe de subsidiarité qui consiste à ne transmettre à l'échelon supérieur que ce que l'on ne peut pas faire à l'échelon le plus près possible du citoyen. Voilà. Aujourd'hui, le citoyen a perdu pied parce que, en dehors peut-être du maire et du député, conseiller général, il ne savait pas trop ce que c'était, conseiller régional, pas d'enracinement territorial précis, c'est un peu flou. Le maire, il connaît. Le député, je crois qu'il le connaît aussi. Le sénateur, moins. Voilà. Donc on a besoin de redonner de la proximité en recalant qui fait quoi. Donc commune, nation, communauté organique, qui à nos yeux sont les seuls qui doivent garder la compétence générale. Les autres sont des communautés de gestion, même si elles sont enracinées, mais qui doivent avoir des compétences strictement définies, donc ils ne doivent pas avoir la compétence générale, mais qui doivent avoir des compétences strictement définies, sur lesquelles seront fléchées les recettes et les dépenses, et pour effectuer des missions spécifiques, bien définies. Le citoyen doit savoir à qui il donne l'impôt, pour quoi faire, et ensuite, chacune des collectivités ne doit pas interférer sur l'autre. On essaie de nous faire croire qu'en France, le problème, c'est le nombre de collectivités territoriales. Je crois que c'est faux, parce que si on prend d'ailleurs nos voisins européens, contrairement à ce qui est dit, ils ont au moins autant, et certains plus, d'échelons territoriaux. Par contre, c'est qu'il y a en général, le fléchage des compétences est beaucoup plus clair, et la fiscalité avec. Les citoyens, ça, on paye un impôt pour s'occuper des routes, on le paye à telle collectivité, donc elle est responsable. Si les routes ne sont pas en bon état, c'est telle collectivité.
En France, vous avez un chantier routier, vous avez un panneau, vous avez une logo de tout le monde. Hein, chacun participe parce que chacun aime bien voir son logo. Voilà, il n'y a pas de fléchage des compétences. Et quand elles existent, elles ne sont pas respectées. Parce qu'on a donné la compétence générale à des collectivités qui se permettent de s'affranchir à ce fléchage d'origine. Je pense que les citoyens ont vraiment besoin de savoir qui fait quoi. Et les élus, ce faisant d'ailleurs. Cette imbrication permet d'ailleurs une certaine déresponsabilisation des élus. Quand une collectivité aura sa propre fiscalité, aussi bien en recettes qu'en dépenses, ses rôles clairement définis, ben quand ça marchera, elle sera félicitée, mais quand ça ne marchera pas, le citoyen saura à qui s'en prendre. Aujourd'hui, c'est très difficile. Ah oui, mais c'est l'État, mais en fait, la région paye une partie, et puis là, on a même demandé au département d'abonder. Le citoyen, pareil. Il ne sait pas qui peut payer, et il ne sait pas... voilà. Donc, c'est cette clarté qui doit être rétablie, et dans le cas des élections départementales, c'est un des enjeux. La réforme territoriale n'a pas franchement répondu à la question. La compétence générale, elle devrait normalement échapper au département et à la région. Ça, c'est une bonne chose. Faut-il encore maintenant que l'on redéfinisse clairement les missions? Bon, c'est pas encore très clair. Il y a des, par exemple, on prend les routes. Il y a des routes nationales, il y a des routes départementales, il y a des voiries communales. Bon, il y a certaines infrastructures qui, effectivement, sont bien des logiques d'aménagement du territoire national, mais disons carrément lesquelles, et que ce soit l'État qui les finance. S'il y a des infrastructures qui sont d'intérêt départemental ou régional, faisons financer par la collectivité qui les a en charge au titre de l'intérêt qui est défini. Mais arrêtons de faire financer par plusieurs parties. Le cas le plus emblématique, on a par exemple la RN2. Il y a tellement de partenaires, mais ça n'avance pas. Parce qu'on attend que l'État bouge, on est en fonds de concours, donc on veut bien payer, mais l'État n'appelle pas. Bon, et l'État me dit, mais nous, on ne mettra pas un rond si vous n'avez pas clairement mis en place le fonds de concours, et que vous avez pas... Bon, finalement, ça n'avance pas. Donc il faut tirer les leçons de ces lourdeurs, de ces incohérences, de manière à simplifier la lisibilité et donc l'efficacité. Et j'espère que cette réforme territoriale, quand elle sera définitivement aboutie, hein, participera à clarifier. Vous voyez, je suis encore, on dit toujours que naïveté privilège de jeunesse, je suis encore jeune, j'espère que, même si c'est nos adversaires, s'ils font des choses bien, on le dira, hein, dans cette réforme, mais pour l'instant c'est plutôt opaque. En tout cas, le citoyen, il n'a pas encore bien compris qui allait faire quoi. Voilà. Le département, c'est les budgets sociaux. Il y a des routes, une partie des routes départementales, il semblerait qu'elle va les garder, finalement, les perdre, les garder. Bon, moi ça m'arrange plutôt, parce que s'il fallait renégocier le plan urbain avec la région, j'étais inquiet. Voilà, mais d'un mois à l'autre, ça a changé, c'est le yo-yo. Voilà, donc, d'ailleurs, cette réforme territoriale, qui concerne les départements, je ne comprends pas qu'on l'ait menée uniquement sous l'angle du découpage des régions. Cette réforme aurait dû être mise sur la table dans sa globalité. On mettait tout sur la table et on dit, voilà, qui fait quoi? Là, on a découpé les régions. On les fusionne plutôt. Hein. Et puis ensuite, on se dit, on va réfléchir après ce qu'on va faire. Je pense que les régions, c'est un outil. Puisqu'on a dit, nous, que c'était une communauté de gestion. Donc il est beaucoup plus important de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, et ensuite, en fonction de ce qu'on veut faire, on fait un outil. Aujourd'hui, on dit, voilà, on va faire un marteau. Ensuite, on va nous dire, bah, finalement, c'est peut-être pas pour enfoncer un clou, c'est pour suer du bois. Bah, pour suer du bois, c'est pas un marteau, c'est une scie. Voilà. Alors, il faut d'abord définir ce qu'on fait, et ensuite, seulement, on envisage des collectivités, on les redéfinit par rapport à la mission. Là, on a fait l'inverse. On a fusionné des régions, puis ensuite, on va nous dire pourquoi faire après. Voilà. Et les départements, on savait plus. Il y a moins d'un an, ils étaient condamnés à disparaître. Leur sort n'est pas définitivement tranché. Espérons que nous ne soyons pas dans une phase de transition, que ce ne soit pas l'unique scrutin départemental binominal, parce que dans 6 ans, aujourd'hui, bien malin, qui pourra dire ce qui se passe, puisque ça n'arrête pas de changer. Donc, il faut rétablir cette culture du débat dans l'ordre. Hein, qu'est-ce qu'on veut faire, et ensuite, comment on va le faire, avec qui, et ensuite on définit la collectivité. Pour notre part, c'est fait. Voilà. Commune, nation, ça ne surprendra personne. Les autres sont des communautés de gestion. L'Europe est une communauté de civilisation, c'est beaucoup plus large, où nous avons des choses à mettre en commun. Mais il y a des tas de choses dont s'occupe l'Europe qui peuvent être réglées au niveau local et qui peuvent même être réglées par des acteurs économiques, par la sphère associative, par les acteurs. Hein, aller déplacer tout le Parlement européen avec l'immeuble, aller à Lisbonne pour débattre sur la largeur des cages à moineaux, je ne suis pas certain
que ce soit à l'échelon européen de trancher ça. D'ailleurs, je ne suis pas certain que la largeur des cages, en fonction que les oiseaux ne soient pas les mêmes à Lisbonne ou à Copenhague, donc ce n'est pas forcément les mêmes cages. Voilà. Donc, je crois que dans cette frénésie de réglementation, on en arrive à ce que les techniciens soient finalement la fin. Les politiques, finalement, confondent la fin et les moyens. Les techniciens, c'est une manière d'arriver à un but. Aujourd'hui, le but, c'est la réglementation. On est noyé sous des réglementations, on n'avance plus. Et on finit par ne plus pouvoir les appliquer parce qu'elles se contredisent les unes aux autres. On ne recoupe pas les textes, hein, peu que les décrets d'application sortent. En France, 80% des textes qui sont votés ne sont que des retranscriptions de droit européen. Bon. Et ça rejaillit sur les collectivités territoriales. On est obligé d'appliquer des lois qui sont votées, qui sont concoctées au niveau européen, transcrites en droit français et appliquées localement. Et on s'aperçoit bien souvent que ça ne fonctionne pas. Voilà, la loi Allure était à peine sortie, on a commencé à l'amender. Bon, ça veut dire qu'on réfléchit après quoi. Je veux bien qu'il y ait une phase d'expérimentation, que la mise en œuvre concrète peut aboutir à des amendements, mais il y a quand même des choses fondamentales qu'on aurait pu voir avant. Voilà. Et cela, c'est dommage d'ailleurs que le débat, dans le cadre de cette élection départementale, n'ait pas eu lieu sur ce terrain-là. Quand on regarde la télévision, le programme de nos adversaires, il tient en 3 points. Premier point, lutter contre le Front National. Deuxième point, réduire le Front National. Troisième point, comment se débarrasser du Front National. Ça devient fatigant. Voilà, non, vous avez les citoyens le voient bien, eux. Il suffit d'allumer le poste tous les jours. Bon. Voilà, mais mettez-nous derrière vos adversaires déjà. Non, mais les citoyens. Non, mais moi je suis générique. Attendez, je fais l'exposé pour répondre aux questions. Vous êtes candidat. Moi je ne viens pas. Alors, moi je vous dis les citoyens. Non, mais nos adversaires c'est générique. Moi après chacun s'expliquera dans le cadre de ces réunions et s'expliquera. Moi je dis globalement nos adversaires, je peux prendre des cas particuliers puisque au sein de la même partie ils ne sont pas d'accord. Bon, globalement, les citoyens ce qu'ils voient c'est que quand ils ouvrent la télévision et qu'ils voient cette campagne départementale, c'est bien cela dont il s'agit. Bon. Monsieur Valls vient aujourd'hui dans l'Aisne, je vais me faire croire que c'est un hasard, on prend l'andouille. Hein, il n'est pas venu ici, il a découvert qu'il pouvait faire un comité interministériel à Laon. On ne voit jamais personne dans l'Aisne à ce niveau-là, ils viennent à un tour, un peu plus d'une semaine pour le premier tour. Ben voyons. Bon, moi je dis que Monsieur Valls, visiblement, il nous habituait depuis un certain temps à perdre son sang-froid. Ça y est, on commence à bien connaître le personnage. Il s'implique dans une campagne locale. Je pense qu'un Premier ministre a autre chose à faire. Hein. Je crois que la France est dans une situation aujourd'hui, je ne vois qu'il a de l'occupation. Mais comme il a très peur avec le Front National, alors il s'entoure de ses ministres. Des fois, il y a une embuscade, on voit la RN2. Hein. Voilà, donc il se déplace avec toute une pléthore de ministres qui certainement n'ont rien d'autre à faire non plus. Hein. Moi, je vais d'ailleurs, je l'ai dit à la presse aujourd'hui, on va regarder particulièrement les comptes de campagne des candidats quand même, parce que j'espère que ce déplacement, notamment à Véli, il est forcément inclus dans le compte de campagne de ceux qui soutiennent quand même, parce que c'est quand même pas évident. Bon. Et puis en plus, il faudrait peut-être qu'ils se mettent d'accord. Monsieur Daudigny ne veut pas débattre avec moi sur le plateau des FR3. Il ne présente pas de candidat à Villers-Cotterêts. Et il dit qu'il veut lutter contre le Front National. Il veut lutter contre le Front National, il faudrait déjà peut-être présenter des candidats. Bon, monsieur Daudigny dit qu'il n'envisage pas un seul instant que l'on puisse prendre le département. Il a le droit de le penser. Mais visiblement, M. Valls n'est pas sur cette longueur d'onde, puisqu'il vient dans l'Aisne parce qu'il s'inquiète. Voilà. Hein, je crois que M. Valls est surtout venu pour sauver le soldat Daudigny. Hein, voilà. Mais qu'il le dise, qu'il soit clair. Voilà. Arrêtons tout ça donne tout ça, ça donne une piètre image d'une campagne. Localement, sur le terrain, elle se passe entre des acteurs locaux. Mais là, par rapport à ce qui est donné un petit peu au travers de la télévision et des médias, c'est dommage que le débat ne soit pas recentré là où il devrait être. Voilà. Autour des compétences départementales, dans le cadre d'une organisation globale de la France. Voilà, c'est ça que veulent voir les citoyens. Hein. Il ne faut pas tomber dans le piège inverse de dire on fait une élection locale, on ne parle pas du reste. Ça aussi, c'est de l'hypocrisie. La plupart des candidats aujourd'hui partent sans étiquette. Ils n'osent pas dire ce qu'ils sont. Alors que quand ils vont à la préfecture, ils cochent bien l'étiquette. Je dis la plupart, je n'ai pas dit tout le monde. Voilà, donc voilà, beaucoup se cachent derrière un apolitisme frileux et hypocrite. Non, c'est faux. C'est l'hypocrisie totale. Quand on agit localement, on se réfère bien à une vision globale de la société.
On ne peut pas prétendre faire localement des choses complètement découplées de ce qu'on pense de l'organisation globale de la société. Donc ceux qui partent avec une étiquette, quelle qu'elle soit, sont respectables. Ceux qui la mettent dans la poche sont beaucoup moins. Donc j'aime bien, moi, quand un chat est un chat, on voit que c'est un chat. Il y a des gens qui se présentent apolitiques à une élection et qui ensuite, une fois élus, pendant 6 ans, ne font que la politique. Je préfère l'inverse. Moi, je me suis toujours présenté avec l'étiquette nationale. Et une fois élu, sur des dossiers techniques, on n'est pas obligé d'être d'accord qu'avec les normes nationales, dans le quotidien. Mais les choses sont claires. On n'a pas menti aux électeurs. Donc, il y a une continuité dans le raisonnement. Donc, dans le cadre de cette élection départementale, je trouve que c'est un peu curieux qu'on ait des cantons où, finalement, on a des clivages assez... Voilà, aujourd'hui, à gauche, bon, effectivement, qu'une seule candidature, enfin qu'un seul binôme qui part clairement. Bon, alors à droite, j'en parle pas. On ne sait plus qui est qui. Le Parti Socialiste n'aurait pas mis quelqu'un ici parce qu'ils ont tenté une alliance avec M. Lagalette. Non mais, on ne s'y retrouve plus. Hein, alors il y a des gens qui, voilà, ça n'a pas marché, alors du coup, ils n'ont pas voulu partir ici. Les Français ne peuvent pas suivre. Voilà. Ce conglomérat UNPS, on ne sait plus qui est qui là-dedans, ça me rappelle la marque de mon enfance, quand on était à la leçon, on ne savait jamais si on allait sortir une gamelle, une godasse, on ne savait pas ce qui traînait autour de la marque. Voilà, donc aujourd'hui, certains se disent, voilà, moi je suis local, la politique j'en fais pas. C'est pas sérieux. Ou alors c'est pas se connaître la définition du mot politique au sens grec du terme. S'occuper d'une ville, c'est faire de la politique. Voilà. Donc, c'est une démarche, déjà, qui fait que les dés sont pipés. Alors, beaucoup de gens ne vont pas voter parce qu'on a besoin de situer les gens dans l'espace et dans le temps, qu'est-ce qu'ils disent sur le plan local et qu'est-ce qui se pense au niveau global. Voilà. Ça permet aussi de détecter les incohérences. Après, on peut faire des choix. Et les choix qu'on fait localement, qui sont inspirés d'une profil politique, d'une façon de voir les choses. Je vais prendre un exemple concret. On m'a interrogé sur une question technique qui touche au départemental. Est-ce que vous êtes pour ou contre la gratuité du transport scolaire? Moi je réponds, je ne suis pas pour la gratuité du transport scolaire. On me traite de démagogue, mais je prends des risques électoraux, l'analyse électorale en faisant ça. Mais je dis qu'il faut arrêter. Arrêter de faire croire qu'il y a des choses gratuites. Ce qui est gratuit, il y a quelqu'un qui paye. C'est les impôts. Donc un service, il est payant. Voilà. Les impôts comblent toujours parce qu'il est déficitaire. En fait, voilà, ils sont déficitaires par essence. Le service public, c'est compliqué, il n'y en a pas beaucoup qui s'amortissent par eux-mêmes. Mais rien que pour responsabiliser les citoyens, il est normal qu'ils paient. Alors ensuite, on peut discuter du montant de la participation, même s'il est symbolique, mais par principe, il faut qu'ils paient. Voilà. C'est un choix. Mais on l'explique. Si on ne le fait pas dans le département de l'Aisne, on le limite autour du pot, au bout d'un autre, tôt ou tard, il sera bien obligé d'y venir. Il n'y a d'ailleurs pratiquement plus aucun département français qui a un transport scolaire gratuit. Maintenant, si on veut parler du fond, pourquoi le transport scolaire est si cher? Alors là, il faut remonter au-dessus dans la réflexion. Et là, c'est une réflexion plus politique. On a fermé des écoles partout en milieu rural. Que l'éducation nationale a poussé à la roue en disant, mais on fait des économies. Oui, l'éducation nationale fait des économies. Et le citoyen, quand il faut payer le transport scolaire à côté. Nous disons, mettons le transport scolaire dans la gamelle de l'éducation nationale, on va voir s'il ferme autant d'écoles. Regroupons les fonctions entre elles, c'était à la totalité du scolaire, mettons-le, mais quand je dis au sens large, y compris le transport. Peut-être qu'économiquement, on s'apercevrait que là, on n'aurait peut-être pas fermé l'école si on avait pris en compte le transport scolaire. Parce que ça coûte plus cher de transporter les enfants et par rapport aux gains qu'on obtenait en prenant l'école. Et on aurait peut-être une autre vision de l'aménagement du territoire. Moins une vision purement économiste à court terme, une vision plus globale. J'ai devant moi les journalistes autrichiens. Vous prenez en Suisse, vous avez les cartes postaux qui font du transport de personnes. Il y a 2 services qui mutualisent un certain nombre de fonctions. Il faut se poser la question, comment dans un cas, est-ce qu'on ne pourrait pas transporter à la poste et pourquoi pas? Mais tout n'est pas transportable, mais posons-nous la question. Voilà. Et ça permettrait aussi peut-être de réactiver un certain nombre de fonctions qui, prises séparément, ne sont pas viables. Voilà, c'est un exemple un petit peu de pragmatisme qu'il faut avoir, et on peut se retrouver d'ailleurs avec des élus qui
qui n'appartiennent pas forcément à la même chapelle, sur un dossier comme celui-là, on peut peut-être se retrouver. Là, d'accord, à partir du moment où les choses ont été dites dès le départ, il n'y a aucun problème. Voilà un petit peu l'esprit dans lequel nous partons de ce scrutin, comme tous les autres. Voilà, dire clairement ce que nous sommes, et ensuite, on déclinera dans les assemblées où nous sommes élus. Aujourd'hui, à la région, qui est quand même, je suis élu régional depuis 1998, nous votons donc des délibérations qui sont proposées dans le bon sens. Nous n'avons pas, nous, eu le comportement que nos adversaires ont eu lorsque nous étions associés à l'époque de Charles de Gaulle, où ils votaient systématiquement contre, parce que nous, c'était nous. Nous ne le faisons pas. C'est la grande différence, justement, entre les vrais démocrates et ceux qui s'autoproclament et qui ne le sont pas dans les comportements. Nous respectons le verdict des urnes. Voilà. Il y en a un qui est venu dans mon bureau à l'Amérique, qui a trouvé bizarre que je prends enlever le portrait de M. Hollande. M. Hollande était élu suffrage universel. Je trouverais scandaleux qu'on décroche le portrait du président de la République de mon bureau. Suffrage universel. Voilà. Vous voyez, nous sommes des démocrates, des vrais. Ce n'est pas un slogan. Je disais tout à l'heure, on me balance de dire vous n'êtes pas républicain. La République, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Républicain, pour moi, c'est pas une François, c'est un régime qui peut être démocratique, qui ne peut pas l'être. Hein. On avait à l'est de l'Europe des tas de républiques qui étaient tous démocratiques. Et inversement, on a des voisins qui sont Pays-Bas, Danemark, Grande-Bretagne. Est-ce que ce sont pas des démocraties? Ah ben c'est des monarchies, c'est pas des républiques. Qu'on arrête de balancer le terme républicain à la tête. Hein. Faudrait-il encore qu'on s'entende véritablement sur le sens des mots. Voilà. Aujourd'hui, nos adversaires dissertent sur les mots M-O-T-S, faute d'être capable de régler les mots M-E-X. Alors, moi je vais... Nous, ce que nous espérons évidemment, c'est pouvoir décrocher des conseillers départementaux, ce qui serait une première, parce que pour l'instant, en France, on en a un. Bon. Là aussi, ça illustre parfaitement l'ineptie des modes de scrutin. Hein, les partis politiques qui font moins de 5% parviennent à avoir des groupes, hein, les autres qui représentent, pour l'instant, je me base aux élections européennes, hein, des scores entre 20 et 25%, on verra, moi je ne prends pas les sondages, n'ont pas de représentants. Donc on peut dire tout ce qu'on veut, hein, mais il y a quand même un problème. Là aussi, c'est une des causes, à mon avis, de l'abstention. Il y en a qui finissent par se démobiliser. Bon. Nous avons l'intention, donc au niveau départemental, d'emporter un maximum de cantons, voire mieux si affinité, on verra. Pour l'instant, on verra le scrutin, on me demande de faire des pronostics, je n'ai pas l'habitude d'en faire. Rien n'est acquis, mais nous sommes prêts à tout. On verra. Et puis je rappelle que dans un scrutin, qu'il soit uninominal ou binominal, on ne peut pas savoir qui va être élu. Donc quant à savoir qui c'est qui dirigera le département, attendons de savoir qui va être élu, parce qu'on peut très bien avoir un candidat élu là, et pas forcément celui qui est pressenti pour diriger, il ne peut pas être élu. C'est pas un scrutin mixte. Voilà. Donc ayons la correction d'attendre le résultat, hein, c'est ce que dit souvent le journaliste. Vous me parlez de moi, pour l'instant je ne suis pas élu. On verra. Oui. Alors, nous sommes contre le cumul de plus de 2 mandats. 2 mandats. Nous estimons quand même qu'avoir, pour un mandat parlementaire, par exemple, je pense qu'on va trop loin en disant qu'on ne peut pas avoir un mandat local. Parce que je crois qu'un parlementaire qui n'est que parlementaire et qui n'a pas l'expérience du quotidien sur le terrain, ça peut au contraire être un handicap. Inversement, un élu local qui a un mandat parlementaire, ça peut lui donner également une vision beaucoup plus globale, plus politique, pour pouvoir. Donc ça participe à maintenir cette vision véritablement de continuité entre les élus. Voilà. Un mandat, je crois que c'est une vision d'esprit, je ne crois pas que ce soit applicable. C'est pas mauvais en soi qu'on puisse en avoir 2. Au-dessus, ça pose un vrai problème. Pour moi, pour ma part, si je suis du conseil départemental, je démissionne de la région. Okay. Bon, voilà. Les mandats intercommunaux n'étant pas pris en compte. Voilà. C'est tout. 2 mandats, ça me paraît pas quelque chose d'extraordinaire. On peut, en tant que maire ou conseiller municipal, quand on est, moi, être élu à la région, ça me permettait d'avoir parfois dans les débats municipaux, d'avoir une vision un petit peu plus globale pour tempérer parfois des prises de position que j'aurais peut-être pu avoir plus
peut-être un petit peu moins à l'épreuve du feu si j'avais pas eu cette vision plus globale. Voilà. Maintenant, on peut discuter, est-ce que tous les mandats peuvent être cumulés? Ça, c'est un vrai débat. Bon, c'est la loi, il y en a certains. Tout à fait. Bon, pour l'instant, moi je serais assez favorable, là c'est personnel. C'est pas, je ne parle pas au niveau du Front National, à autoriser un mandat local et un mandat national. Du programme, est-ce que vous pourriez parler de votre programme? On a parlé, on a entendu parler beaucoup de façon générique, en englobant un peu tout le monde dans le paquet. Mais du point de vue oui, je ne peux pas m'exprimer pour les autres. Chacun défendra sa chapelle. Je suis une de vos opposantes, mais je ne me place pas comme UMP ou PS. Donc, j'avais cru comprendre. Parce que vous absolument une femme. Moi non plus. Ah, voilà, on a déjà un point commun. Voilà, une femme de vision, on a compris. Donc, par contre, sur votre programme et la philosophie de ce programme, est-ce que vous pourriez nous en parler? National ou local? Non, local. Alors, dans le département. Non, mais parce que ça se tient. Oui, voilà. Dans le département, nous d'abord, si nous arrivons à une situation de pouvoir gérer un département, que ce soit ici ou ailleurs, après il y a des disparités d'un département à un autre. La situation du département de l'Aisne n'est pas forcément la même que celui que la Seine-Saint-Denis ou que les Hauts-de-Seine. Voilà. Donc nous, le département de l'Aisne nous pose un problème au niveau de l'endettement. 703 habitants par habitant, ça commence à représenter le fait. Donc il faudra éventuellement faire un audit financier complet du département de l'Aisne dans toutes ses attributions, peu qu'elles soient toutes confirmées. Il semblerait que finalement il n'y a pas tant de choses que ça qui vont changer. Le gros morceau du département, c'est la partie sociale. Bon. Nous pensons que le département de l'Aisne a fait une politique de guichet. C'est-à-dire qu'il y a des textes, les endroits viennent et puis on distribue. Puis quand il n'y a plus, on dit on a un problème. Je crois qu'il faut anticiper, et c'est là où il faut avoir une vision politique des choses. Il y a des phénomènes qu'on peut anticiper. Le vieillissement de la population, il n'est pas difficile d'anticiper. Le problème, il n'est pas que français d'ailleurs, il est peut-être même moins pire d'ailleurs chez nous que certains de nos voisins. Mais on sait très bien que les budgets sociaux qui vont être mis en tension, ce sont ceux qui touchent à la vieillesse. La première urgence, je crois que c'est celui-là. Les jeunes, c'est un autre débat. Sur les débouchés du marché du travail, mais sur le problème de la prise en compte de l'accompagnement de fin de vie, on va avoir une explosion des budgets sociaux. Attendons pas d'être confrontés au problème pour l'anticiper. On le sait. Bon, c'est-à-dire qu'il faut donc, dans les priorités que nous serons amenés à définir, voir les infrastructures qu'il faut prévoir à l'avance et qu'il faut anticiper dans leur programmation, dans leur taille. On avait un débat, je crois, au conseil municipal suite à l'EHPAD. Certains étaient partisans de faire des grosses unités et de restreindre le nombre d'EHPAD. C'est pas mon point de vue. Je crois que le problème de nos aînés, c'est qu'au contraire, il faut faire des structures à taille humaine, quitte à faire marcher en réseau les structures, mais pas faire de très grosses structures qui sont des usines et qui déshumanisent complètement. Il faut faire des petites unités et qui, en plus, disséminées sur le territoire, pourraient également servir de structure d'accompagnement à un maintien à domicile. Alors que les grosses unités qui sont trop concentrées ne pourront pas être efficaces également pour accompagner le maintien à domicile. C'est un point de vue qu'on ne peut pas partager. Voilà. Donc, il faut aller dans ce sens. C'est-à-dire pas avoir uniquement une politique de guichet, mais anticiper les phénomènes pour dépenser mieux, donc prévoir la dépense. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point pour le département de l'Aisne, c'est qu'on peut dire aux entreprises de venir et favoriser le développement économique, mais si on n'a pas les infrastructures, ils ne viennent pas. Bon. Mettre 50 ans pour améliorer l'axe structurant du département, quand je dis 50 ans, on n'est pas sorti encore, on n'est pas encore c'est pas possible. Bon, donc il faut véritablement définir qui fait quoi, ça c'est le préalable de tout à l'heure, mais même si c'est l'État qui le garde, l'État doit faire le tube, et nous, le département, si nous gardons les routes, il faut qu'on s'attache à ces interfaces avec le tissu qu'on va irriguer. C'est pour ça que si on fait un tube et qu'il n'y a pas possibilité de desservir les villes, je ne vois pas l'intérêt. On a le cas d'ailleurs emblématique à Villers-Cotterêts, où on va mettre un cadeau et qu'on a laissé de côté une pénétration dans Villers-Cotterêts qui vient véritablement plomber toutes les possibilités de gestion du trafic dans la ville. Bon, c'est assez effarant de voir que dans le projet, ils n'ont pas vu. C'est une évidence. Bon, alors on nous répond, oui, mais comme vous dites avoir le boulevard urbain, on a supprimé les changeurs nord. Le nombre de pots, le boulevard urbain, il n'avançait pas non plus. Bon, du coup, on était parti, il n'y avait plus rien. Bon, c'est un exemple. Donc là, le département, en accompagnement, moi je suis beaucoup moins favorable à venir accompagner le tube lui-même qu'à venir financer les interfaces, parce qu'on connaît mieux, on aura la proximité, l'irrigation des territoires qu'il va traverser. Voilà.
sur les échangeurs, etc. Donc les clés de financement, à mon avis, dans le cadre de PDMI, si ça reste les départements qui les mettent en ouvrage, ou si c'est le contrat de plan État-région, si c'est la région qui les prend, c'est pas le chemin qui s'en est pris. Donc là, c'est un point sur lequel il faudra. Mais il n'y a pas que les RN2. On a également un axe structurant qui a été laissé de côté, c'est une ânerie. On a également la RN 31 sur le 9 Soissonnais. Hein. On a deux axes qui sont complètement arriérés et on n'a pas le contournement de la ligne de Soissons. Ça peut donner. Hein. Et je prends même la départementale 1, je l'associe. Là, c'est une compétence purement départementale. Bon. Donc, les infrastructures pour permettre aux entreprises qui souhaitent venir d'avoir le réseau qui leur permette de pouvoir diffuser sur le territoire. Maintenant, les infrastructures, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Hein. Les entreprises, pour qu'elles viennent, il faut aussi qu'il y ait la fiscalité et tout va avec. Voilà, donc il faut aussi qu'il y ait la main-d'œuvre. Donc il y a la formation. La formation est une compétence partagée, puisque la région a une part, mais par l'intermédiaire notamment des collèges, on est également partie prenante. Bon. Mais là aussi, je suis obligé de dire, localement, certes, mais tant qu'on n'aura pas pris le pouvoir au niveau national, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Nous sommes favorables à concentrer la fonction enseignement dans les mêmes mains. Bon, là, on l'a saucissonné, les lycées aux régions, les collèges aux départements, les écoles primaires maternelles aux communes. Ça fait que c'est très compliqué de mettre en œuvre des programmes cohérents et appréhendés de manière globale à partir du moment où chaque collectivité a un morceau du problème. Bon, alors pour l'instant, on ne pourra pas le régler complètement, ce problème-là. C'est pour ça que notre démarche départementale s'inscrit dans le cadre d'une prise de pouvoir globale. Il y a beaucoup de choses qu'on voudrait bien faire, mais on ne peut pas le faire parce que politiquement, la loi nous interdit de le faire. Voilà. Donc pour l'instant, voilà. Donc la partie ciblée, prospective, pas uniquement une logique de guichet sur le plan social, hein, les infrastructures, et puis il y a un troisième point qui me paraît important. La réforme territoriale veut imposer finalement qu'on mette le focus sur les agglomérations. Et on laisse un peu le territoire rural qui aurait vocation à venir compléter cette vision d'agglomération en essayant de structurer les espaces ruraux autour des villes. Moi je pense que dans le département de l'Aisne, c'est le cas emblématique où ce schéma ne fonctionnera pas. Parce que d'abord on n'a pas de ville suffisamment grande pour pouvoir structurer l'ensemble de l'espace rural du département. C'est un réseau de petites villes. Donc je crois qu'il faudrait plutôt envisager d'accompagner des dispositifs à mettre ces petites villes en réseau entre elles et structurer l'espace réseau, l'espace rural qui est dans les interstices, voilà, au moyen notamment du maintien des services publics. Parce que c'est toujours pareil, on peut faire ce qu'on veut, si vous enlèvez les services publics, les gens ne viendront pas. Les gens ils viennent en ville, pourquoi faire? Parce qu'ils trouvent un minimum de services publics. Bon, si dans des villes d'une taille comme Villers-Cotterêts ou en dessous, je prends Neuilly-Saint-Front, la Ferté-Milon, on enlève, parce que c'est d'abord elles là qui sont en première ligne, mais ça viendra à nous après aussi. Hein, parce qu'il y a même des agglomérations plus petites où les services publics plus grandes, où les services publics commencent à déménager aussi. Hein, voilà. Donc Villers-Cotterêts, on est menacé, on voit bien venir la perception. On sent bien qu'ils sont en train, dans le cadre de la dématérialisation, on vend ça sous couvert d'une dématérialisation, puis on commence à dire oui mais on sera plus ouvert que tant d'heures par semaine. Inexorablement, on comprend bien où ils veulent en venir. Donc il y a peut-être d'autres formes d'organisation des services publics qui doivent être faites peut-être par les collectivités territoriales. Les points multiservices, c'est quelque chose à explorer. Moi j'ai suivi une expérimentation qui a eu lieu à Guignicourt dans l'Aisne, autour de la gare. Ça ne surprendra pas les gens qui me connaissent. Non mais il y a un patrimoine foncier qui est plus mis en valeur autour des gares notamment. Hein, c'est valable pour Villers-Cotterêts. On peut très bien y accueillir des services publics avec des procédures modernisées, certes, mais qui pourraient être réimplantés dans le cadre de pôles multiservices. Je ne sais pas pourquoi, ça marche ailleurs, en France ça ne marche pas. Bon, parce que je crois qu'il y a aussi une culture. Les services de l'État font une analyse purement financière. Au-dessus d'un certain seuil, on dégage. Voilà. On ne mettra pas plus de catégories. Là, on a une catégorie des fonctionnaires, on n'en mettra pas deux. Ils ne regardent pas si. Oui, mais il y a des spécificités territoriales. On ne conçoit pas l'organisation des services de l'État dans le cadre d'une vision qu'on a, nous. Voilà, on voudrait faire ça. À Villers-Cotterêts, on voudrait refaire un pôle près de la gare. Est-ce que l'État, vous êtes prêt à mettre des. Ah non, vous c'est fermé. On est parti sur le schéma, on ne fait pas marche arrière. Tant qu'on est dans ces schémas-là, on n'avancera pas. L'État a décentralisé, l'État a transféré sur les collectivités un certain nombre de prérogatives,
sans les moyens. Et ensuite, il dit, ah oui, mais les communes, ça nous coûte. Les collectivités locales dépensent beaucoup. Ah oui, mais ils leur ont transféré un certain nombre de compétences sans avoir les transferts de financiers qui vont avec. Bon, c'est évident que ça ne peut pas marcher. Ce qui ne veut pas dire que les collectivités locales ne doivent pas faire des efforts, et aussi des abus de l'autre sens. On peut tomber dans la caricature inverse. Il y avait certaines collectivités qui, ça y allait, quoi, hein. Il y avait des endroits où on faisait des salles de fête dans tous les villages, chacun voulait sa piscine, bon, chacun voulait sa médiathèque, il y avait des modes comme ça. Bon, il y a certainement moyen de mutualiser un certain nombre de fonctions. Mais nous regarderons effectivement, en termes d'aménagement du territoire, en sens strict du terme, ce qu'on peut mutualiser et comment on peut faire fonctionner les petites villes en réseau. Quand on voit Neuilly-Saint-Fond et La Ferté-Milon, qui sont proches l'une de l'autre, ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Moi, j'étais étonné de voir la réaction des élus municipaux de La Ferté-Milon, la réaction qu'ils ont quand on leur parle de travailler en réseau avec Neuilly-Saint-Fond. Ah non, Milon, c'est l'hilaire. L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. Ça, c'est ce qui montre qu'en France, on a du mal à avoir cette culture de décentralisation. On ne sait pas faire fonctionner aux petites villes en réseau. Voilà. Donc on nous jette dans les bras de grandes agglomérations. Alors l'Aisne n'est pas beaucoup grande, c'est le problème. C'est que ces réponses ne sont pas adaptées au département de l'Aisne. La plus grande, c'est Saint-Quentin. Bon, c'est pas une ville qui peut prétendre véritablement. Bon, Lille, oui, l'agglomération. Reims, oui, ça commence. Mais il faut trouver un autre schéma, nous, dans l'Aisne. Ça ne marche pas comme ça. C'est un département en plus qui est très hétérogène. On ne peut pas avoir la même vision d'aménagement du territoire en Thiérache qu'à Villers-Cotterêts ou à Saint-Quentin. C'est difficile, il faut apporter d'autres réponses. Bon, aujourd'hui, on nous impose des réponses uniques. C'est une boîte à outils, il n'y a pratiquement pas d'outils temps, c'est le même outil pour tout le monde. Et le département de l'Aisne, c'est la Picardie en miniature. Les deux autres départements sont plus homogènes. C'est pour ça qu'on a des débats, M. Krabal, Thierry, le débat n'est pas justifié, mais il aurait fallu le faire en amont. Voilà, donc ça aussi c'est un autre angle. Et puis je crois que dans le département de l'Aisne, il faudra aussi anticiper, non plus subir ce qui se passe sur l'aire francilienne. Parce que même si on est rattaché au Nord-Pas-de-Calais, moi je me pose quand même un problème. Les problématiques qu'on a ici, c'est des problèmes de l'aire francilienne. J'espère que la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais ne dira pas « Ah non, mais si c'est pour des problématiques avec l'Île-de-France, ça ne nous intéresse pas. » C'est la réalité du terrain. En termes d'emploi. Il suffit d'aller à la gare de Villers-Cotterêts, qui prennent le train. On va dire aux gens « Non, vous n'allez plus à Paris. » Ça ne se passe pas comme ça. Les gens qui vont à Paris, c'est pour vous aussi. Je ne pense pas qu'ils prennent le train par plaisir. C'est peu, par plaisir. Surtout de la manière dont il fonctionne. Voilà, donc je crois qu'il faut partir de la réalité du terrain qui est motivée parce que les gens n'ont pas le choix. Et je dis qu'ici, si la région Nord-Pas-de-Calais et le département de l'Aisne se laissent guider dans ces développements prioritaires, dans ces programmes, vers cette nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et qu'on se coupe définitivement des réalités qui touchent la région parisienne, je crois que nous, en tout cas ici, on peut. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut prendre tout ce qui vient de l'Île-de-France. Il faut les maîtriser. Donc pour ça, il faut aller mieux. Voilà. Il faut le maîtriser, c'est la maîtrise foncière. C'est justement les infrastructures qui nous disent mettre à 2 fois 2 voies, oui. Mais il faut alimenter le territoire parce que si ça sert qu'à faire du transit entre Maubeuge et l'Île-de-France, il ne faut pas le faire. Ça, c'est comme le canal Seine-Nord. Un canal, on ne veut plus nous vendre des plateformes. On va passer les guiches. Voilà. Voilà un petit peu. Donc, il faudra véritablement regarder à l'échelon départemental l'irrigation du territoire axonais, aussi bien d'ailleurs nord-sud qu'est-ouest. Parce que là, il y a un vrai problème aussi. Parce que quand je disais Reims tout à l'heure, c'est valable aussi à Laon avec Reims. Voilà, il y a des synergies qui sont naturelles, historiques. L'organisation humaine, ça ne répond pas à une démarche constructiviste. C'est le poids de l'histoire, c'est le poids de centaines d'années de stratification, de mode de vie. Si ça se change, il faut du temps. Donc on peut les accompagner, mais on ne décrète pas, voilà, maintenant on fait tout ça, on casse tout, et puis ensuite on va simplement réfléchir à ce qu'on va faire. Non, il faut... Voilà, c'est comme un bateau, hein, on ne sait pas parce qu'on met un coup de barre qui tourne tout de suite, il met du temps. Donc si on veut que ces phénomènes soient accompagnés, il faut prendre ce délai, il faut prendre le temps, il faut prendre de réfléchir avant, surtout que l'argent est rare.
Donc il va falloir définir des priorités parmi les personnes âgées en ligne sociale, et pour la jeunesse, c'est la formation. Le département de l'Aisne en termes de formation, il est quand même, et la Picardie en général, mais on n'est pas dans le bon endroit du tableau. Hein. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui cherchent à embaucher. J'en visite 2 toutes les semaines dans le cadre de mes attributions de vice-président de la commune. Je dis, mais nous, on a des postes, on ne trouve pas. Parce que les gens d'ici ne sont pas formés. On va les chercher sur Paris. La main-d'œuvre non qualifiée prend le train pour aller à Paris, et la main-d'œuvre qualifiée, on va la chercher pour elle. Il y a quand même un problème. Donc l'adéquation d'outils de formation par rapport aux besoins des entreprises. Le collège unique, nous, on n'est pas pour. On sait très bien que c'est mettre beaucoup de jeunes sur des cul-de-sac. Il faut donner effectivement aux jeunes une formation initiale et générale qui doit et se restreindre sur des fondamentaux, hein, mais aussi leur donner la possibilité de les orienter vers une formation concrète qui leur permet de rentrer sur le marché du travail suffisamment tôt, parce qu'avec l'allongement des cotisations de retraite et à l'âge où ils rentrent sur le marché du travail aujourd'hui, arithmétiquement, il arrive un moment, ça ne va pas passer. Sauf à être condamné à travailler qu'à 90 ans. Avec l'allongement de la vie, on arrive maintenant dans une société où on va passer plus de temps à ne pas travailler, entre l'enfance et la retraite, que, voilà, il y a un véritable problème qui va se poser. En plus, on est en pleine forme depuis longtemps. Bon, alors, il y a un débat de fond. Là, vous utilisez le discours qui a été sorti il y a quelques années, mais aujourd'hui, on peut constater qu'effectivement, si tu souhaites... Non, ça évolue, mais il y a toujours un problème arithmétique. Non, mais on rentre dans une véritable difficulté, et les gens vont de moins en moins soigner. Nous, cette histoire où on va se retrouver très vieux à un moment donné, va peut-être finir par... Non, mais le moins en moins soigné, c'est pas pour ça qu'on retombera véritablement à un abaissement significatif de la mortalité. On ne peut pas d'avenir, c'est l'avenir. On ne va pas laisser crever. Non, mais je dis de toute façon, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on vit de plus en plus vieux, même si effectivement on est de plus en plus mal soigné, mais ça n'a pas vocation à durer. Espérons que les politiques vont pas. C'est pas une fatalité en soi, à moins d'admettre que tout va rester éternellement comme ça, et à ce moment-là, on dit on va mourir plus tôt. Et ça, c'est votre choix, c'est pas le mien. Moi, je suis de ceux qui sont constructifs. Il faut rétablir nos services de santé, donc j'envisage quand même que les gens, au moins, même si on augmente, mais que ça reste, mais même en l'état actuel, même si ça reste en l'état actuel, de par l'évolution de la pyramide démographique, de par l'évolution de l'âge moyen d'entrée sur le marché du travail, si on prend en compte l'âge moyen également où les couples ont des enfants, tout ça aussi il faut le prendre en compte, hein, à moindre chevauchement des générations, puisque la règle s'espace de plus en plus, fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire à la fois à un jeune, voilà, tu n'as pas l'expérience, et puis très vite on arrive à dire aussi on est trop vieux. C'est-à-dire que l'amplitude dans la vie où on est à la fois opérationnel, expérimenté et pas trop vieux, par rapport à la durée de vie, mais ça représente même plus le tiers de la vie. Il y a un problème. Bon, donc il y a des pistes. Donc en termes de formation, je pense, et là le collège c'est bien une compétence départementale, moi pour l'instant, hein, mais ça touche toute la chaîne éducative. Il faut effectivement permettre, notamment à l'enseignement professionnel, de pouvoir fournir aux entreprises de la main-d'œuvre qui soit qualifiée. Voilà, et qui soit suffisamment formée. Aujourd'hui, la plupart des entreprises qui récupèrent les jeunes sortis d'école disent mais là où ils ont été formés, les machines sur lesquelles ils ont été formés, mais si on en était encore là, on serait mort. On serait mort. Voilà. Donc, c'est les entreprises qui doivent faire la formation. Encore faut-il qu'ils en aient les moyens. Aujourd'hui, les entreprises, même si on leur demandait de le faire aujourd'hui, la situation économique est telle, c'est que beaucoup n'ont même plus les moyens de le faire. Le fil est coupé. Alors pour le rétablir, ça va être compliqué. Et là, les échelons territoriaux, les départements, les régions pour l'enseignement supérieur, parce que les régions ont mis le doigt dedans, ont leur rôle à jouer, mais le département aussi. Le collège, c'est vraiment le nœud du système éducatif. Pour beaucoup de choses, il est déjà bien tard, mais pour l'enseignement professionnel, c'est encore possible. L'enseignement général, c'est déjà bien tard. Mais pour l'enseignement professionnel, c'est encore possible. Voilà. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne fait pas un cadeau aux jeunes à leur faire croire qu'ils ont tous vocation à être bac plus 6. Pendant 40 ans qu'on a fait cette bêtise. Pendant 40 ans, on a mis dans la tête des gens qu'il n'y avait d'élite que des élites intellectuelles. Moi, je crois qu'il y a des élites ouvrières, il y a des élites manuelles. Voilà, le terme d'élite ne doit pas uniquement s'accoler au terme intellectuel. Voilà.
Aujourd'hui, on en a plein d'intellectuels au chômage. On ne trouve plus un charpentier, on ne trouve plus un tailleur de pierre, un ferronnier, on ne trouve plus. Bon, dans ce pays, d'ailleurs, notre problème, c'est bien ça. Il y a peut-être trop de gens qui pensent et pas assez qui agissent. Voilà, donc, ce que les entreprises cherchent aujourd'hui, c'est la valeur créative. Ah mais vous avez le droit, hein, mais non mais madame, moi je vous demande, posez des questions, l'analyse que vous faites, vous n'avez rien plus parce que moi je vais faire les analyses que je fais. On ne peut pas partir sur les certitudes qui est d'abord. Mais moi j'expose les miennes, vous posez des questions, je vous répondrai. Vous avez vos réunions et j'invite à y aller. Mais voilà. Je répondais à mon analyse. Non mais c'est une question. Mon analyse n'est pas la même. C'est-à-dire que si on a laissé les enfants sur les bancs d'école jusqu'à des âges avancés, si on a fait en sorte qu'ils aient bac et bac plus, etc., c'est bien parce qu'on était déjà en régression au point de vue du travail. Donc ces jeunes, on ne voulait pas les laisser dehors, donc on a fait poursuivre à ces gens. Ah non, mais là c'est un diagnostic, je suis d'accord, je n'ai pas dit le contraire. Voilà, non, mais vous dites que ça ne sert à rien. Non, mais je ne veux pas dire le contraire. Non, je ne dis pas le contraire, mais vous confondez les causes et les effets. Ah non. Non, si, on a dit, et là il y a beaucoup de gens qui enfin, moi je fais partie d'une génération, où si nos parents on faisait pas bac plus C, on était un cancre. À l'enseignement professionnel, ah mais c'est parce que tu as échoué. On va te mettre dans un enseignement professionnel. Voilà. Non, ça tout le monde le sait. Bon, alors ensuite, effectivement, mais ça c'est la conséquence, c'est pas la cause. La cause c'est qu'on a parqué. Non mais on a parqué. Mais pourquoi le manque d'emploi? C'est parce qu'on n'a pas, justement, on n'a pas formé, ou un certain patronat d'ailleurs, n'a plus voulu former aussi les ouvriers, les élites ouvrières, parce qu'ils ont trouvé le moyen d'aller en embaucher. Il est venu d'ailleurs à Bakou pour étudier. Ce que j'en sais, c'est que M. Le Pen était quand même assez libéral. Et les politiques qui est appliquée aujourd'hui, c'est quand même la politique libérale. Celle qui ouvre les frontières, c'est quand même pas n'importe quoi. Pas la même. Non, c'était pas du tout la même. Ah, c'était pas la même. Non. Libéral, nous sommes pour un libéralisme économique. Mais là, le libéralisme institué en tant que doctrine économique, que libéral partout, non. Le libéralisme économique, ça marche jusqu'à un certain point. Nous sommes des libéraux. Non, parce qu'en matière d'économie, il n'y a pas de dogme. Une solution économique qui marche dans un pays ne peut très bien pas marcher pour un autre. Il n'y a pas de dogme en économie. C'est comme pour le protectionnisme. Dans certains cas, c'est plus utile, dans d'autres cas, c'est pas adapté. Et on peut être protectionniste quand ça nous arrange et ne pas l'être quand ça ne nous arrange pas. Voilà, il n'y a pas de dogme en économie. Tous les systèmes politiques qui ont voulu ériger un système économique en dogme, ils se sont plantés. Ça a été le cas notamment des pays de l'Est. Bon, le dirigisme, on a vu ce que ça a donné. Par contre, le libéralisme tel qu'il est pratiqué, notamment dans la vision anglo-saxonne, ça marche pas non plus. Parce que le libéralisme, si ça consiste à laisser aux entreprises, quand les choses vont bien, la possibilité de gérer également une partie de la sphère économique, ou l'ensemble de la société civile d'ailleurs, et nous sommes des libéraux, quand ça va bien et qu'on peut laisser aux entreprises, à la sphère des associations, à la société civile un maximum de choses, et on était libéraux quand les choses allaient bien, qu'on avait les moyens, mais pour autant on a toujours dit que ça devait être couplé avec un État stratège, un État fort, qui est capable de reprendre les rênes de l'équipage quand ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on en est là. Donc nous sommes toujours sur la même ligne. On dit que nous espérons revenir un jour à une société où on va pouvoir redonner les commandes à la société civile, aux entreprises qui savent mieux faire que la fonction publique dans beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Les entreprises ne peuvent plus, y compris dans des domaines d'activité qui sont vitaux pour l'intérêt national. Dans ces cas-là, un État doit être capable de reprendre les rênes de l'équipage. Mais nous souhaiterions qu'on ne soit pas obligé de les garder éternellement. Donc, on n'est pas incohérent. On a simplement tenu compte qu'on n'est plus dans les 30 glorieuses. Les analyses qu'on faisait à 40 ans, ça ne peut pas marcher. On a laissé les souches dépérir. Donc on reprend les rênes. Mais on persiste à dire que dans une société qui marche, on ne devrait pas avoir à garder ces rênes-là. Ça doit être parce que la liberté dans le domaine économique, c'est toujours salutaire. Vouloir trop brider les règles économiques, c'est ce qu'on fait d'autres systèmes, notamment le communisme. Citez-moi une seule société communiste qui a marché. Voilà, non mais voilà, bon, il y en a qui l'ont découvert maintenant, nous on l'a toujours su. Bon, voilà, on n'a même pas eu besoin, ils sont tombés tout seuls. Bon, voilà, mais le libéralisme anglo-saxon va nous mener à la même catastrophe. C'est-à-dire qu'ils ont institué comme règle systématique, et l'Europe, d'ailleurs, elle a fait sienne, la concurrence comme une fin, non pas comme un moyen. La concurrence, c'est salutaire, à condition de ne pas le considérer comme une fin en soi. Il y a des endroits, ça peut avoir des effets extrêmement pervers. Donc il faut des règles du jeu. Et là, c'est bien l'État, la puissance publique,
Hein. L'État n'étant ni plus ni moins que l'expression juridique de la nation, et pour qu'il y ait une puissance publique forte, il faut qu'il y ait une nation forte. Faire croire aux gens qu'il peut y avoir une puissance publique qui est forte sans qu'il y ait de nation derrière qui l'incarne, c'est un leurre. Voilà pourquoi nous sommes partisans, nous disons que l'échelon national reste pertinent. Nous sommes cohérents, nous. Voilà. L'État, c'est l'expression juridique de la nation. Les gens demandent plein d'États. Ah, la nation, ah non, c'est un gros mot. Ben, ils n'ont pas la santé. Par contre, l'État ne doit pas être omniprésent. C'est l'équilibre des trois sphères, vous savez. Vous avez la sphère étatique, vous avez la troisième sphère qui est la société civile, pour association, travail, et vous avez la sphère privée. Voilà, c'est pas chez vous, derrière votre porte. Une société qui fonctionne, c'est une société où ces trois sphères sont équilibrées, où se chevauchent très peu. Si l'une des trois sphères est hypertrophiée, si l'État, par exemple, vient englober, comme c'était dans les sociétés socialistes, on s'inspire là, on voit ce que ça a donné. Bon, si on prend par exemple une société où c'est l'inverse, où c'est la sphère des entreprises, de l'initiative privée, de l'individu qui est hypertrophié et qui vient mordre sur celle de la société civile et de l'État, ça ne marche pas non plus. C'est un équilibre. C'est pour ça que nous contestons cette vision quand on nous traite d'extrémistes. Au contraire, dans tout ce que nous disons, nous sommes pour un équilibre. Et en économie, et dans l'organisation des sociétés, il faut que ces trois sphères soient équilibrées. Société civile, État, privé. Aujourd'hui, on a un système politique, qui est d'ailleurs complètement socialiste, avec la complicité de la droite classique, disons de gauche, hein, où la puissance publique doit s'occuper de tout, y compris ce qui se passe chez vous, dans le plumard. Voilà, on a le droit de se marier, on ne va pas se marier, vous devez utiliser tel terme, pas tel terme. On est dans une société où on est laxiste sur les comportements. Hein. Quelqu'un qui vient attaquer une vieille dans la rue, bon. Hein. Par contre, si vous avez le malheur de sortir un terme dans une truc, paf, 17 ans de choc correctionnel. On vous sanctionne sur ce que vous pensez, mais pas sur ce que vous faites. Ce sont les attributs de la faiblesse. Un État, la faiblesse, c'est être faible avec les forts et fort avec les faibles. C'est ça. Vous avez utilisé un mot sur votre gosse, puis d'aller braquer. Oh, on vous a cassé votre bagnole. Écoutez, c'est pas grave. C'est matériel. C'est pas grave. Ouais, c'est symptomatique. Ce ne sont pas des mots. Vous avez raison, tout à l'heure, vous l'avez dit, les mots sont des mots. Pour moi, les mots sont aussi des mots. C'est-à-dire que les mots peuvent atteindre. Les mots peuvent être... Oui, mais enfin, alors, on va trop loin. On va trop loin. Vous allez voir que vous n'allez pas apprécier. Bien sûr, mais je ne vais pas vous mettre en correction, parce que... Non, mais aujourd'hui, on en est à fliquer les gens, parce qu'il y a un dessin. Voilà. C'est dérisoire. Excusez-moi, ce m'intéresse. Ah non, je réponds aux questions. Oui, c'est une question, on n'est pas tous, on sait rien, c'est pas le propos. Par contre, la pays, donc l'idéal dont vous parlez... Oui, alors ça, je ne sais pas si c'est une idéal. Quelque part, Elle n'est jamais rien fait. Elle est vers un idéal vers lequel on tend. Maintenant, vous allez me dire comment vous allez faire, parce que quand on sait le poids de l'Europe sur nos décisions, quand on sait la difficulté qu'on a à rompre cette accord, comment on peut faire? C'est ça qui est terrible. On essaye de résister à cette Europe, on voit les difficultés qu'elle rencontre. Ah ben je vais vous le dire. Non, mais je vais vous le dire. Comment nous en sortir? Écoutez, ne le répétez pas à personne. On va mélanger tout. On va sortir de l'Europe. Pas l'Europe et le département, ça n'a rien à voir là. De cette Europe-là. Tout à l'heure, vous avez des questions. Oui, sortir de cette Europe-là. De cette Europe-là. Allez voir un peu ailleurs, vous verrez un peu si Ah non, c'est mieux. si vous avez compris, vous n'avez pas compris. Non, mais j'ai entendu, vous étiez chez moi. Il y en a, il nous faut encore On sort de cette Europe-là. De l'Europe telle que la construit aujourd'hui, de par les traités, Maastricht, etc. Par contre, ce que je dis aussi, c'est qu'il y a une forme de construction d'Europe qu'il faut maintenir. D'ailleurs, ce qui est grave dans la manière dont on fait l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de dégoûter les Européens de l'idée même de l'organisation européenne. Alors là, du coup, on va jeter le bébé l'eau du bain, là. Parce qu'il y a des choses qu'on peut incontestablement ne plus faire séparément. Moi, il est dramatique que le XXe siècle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ait consacré 2 guerres civiles majeures, les 2 guerres mondiales, j'appelle ça des guerres civiles, parce que voilà, pour nous affaiblir à la grande satisfaction des États-Unis d'Amérique, et voilà, c'est ce qu'ils ont cherché. Voilà, c'est ce qu'ils ont cherché, et ils y sont parvenus. Bon, et d'ailleurs, le simple fait qu'ils approuvent la construction européenne, ça prouve bien qu'on continue dans cette optique à s'affaiblir. Voilà, parce que quand si c'était une Europe de la puissance, alors là, ils ne verraient pas ça du bon oeil. Ils ont peut-être pas de télé, voilà, donc, ils ne voient pas voilà, donc la réponse est claire, c'est en sortie. Alors, excusez-moi, les clercs,
la Grèce, vous dites sortir de ces Europe-là, ça veut dire qu'il Pays d'Italie de la Grèce, Mais là, on est plus dans le département, là. On est au On va pas faire un débat de Non, mais franchement, On est au départemental, madame. excusez-moi si Faut se remettre sur les rails, non? Non mais là vous votez pas aux européennes, il fallait venir me voir aux européennes. Non mais je vous aurais expliqué comment on sort. Ouais, mais au conseil départemental, je vous expliquerai pas comment on sortira de l'Europe. Non mais je peux en débattre. faut pas tout mélanger. On fera un débat là-dessus. Je l'ai expliqué aux européennes, parce qu'il fallait venir aussi aux européennes. Là, on a un scénario de sortie de l'Europe. La seule difficulté, c'est qu'il faut qu'on sorte de la même manière et en même temps. C'est sûr que chacun sort en ordre dispersé, ça va être compliqué. Et c'est la raison pour laquelle il faut sortir au plus vite. On parle des départements. Mais c'est un débat en soi, mais c'est pas les départements. Voilà. L'Europe, il est sûr que c'est comme une maison qui brûle. Les départements dépendent de l'Europe, c'est pour ça. Ah non, c'est surtout les régions. Ça dépend des Oui, régions. les régions, vous voyez, les départements, pas tellement. Putain, ça fait peur. C'est pour ça qu'ils en veulent plus, les départements. Parce que c'est des empêcheurs de tourner en rond dans le cadre de la vision de l'organisation des territoires, vue par Bruxelles, les départements, ça les embête. Et quand M. Hollande, et quand le gouvernement socialiste a lancé la perche de la dissolution des départements, c'est parce que c'est l'Europe qui nous pousse à enlever cet échelon, parce que ça ne rentre pas dans le cadre européen, dans le projet européen. Exactement. Merci d'ailleurs de m'avoir permis. Ah ouais. J'ai posé des questions. Non mais j'ai pas dit qu'elle n'est pas pertinente, mais alors, là je suis intarissable, mais voilà. Allez-y, parce que c'est une question à poser. Ça illustre un petit peu le propos que j'avais tout à l'heure, hein, en disant l'organisation des collectivités dans le département de l'Aisne, on peut pas, tous les modèles ne sont pas transposables. Le canton d'Ouchy, c'est un canton, l'ancien canton d'Ouchy, où la commune chef-lieu de canton, c'est l'équivalent pratiquement d'Aramon ou à quelque chose près. C'est un village. Il y a même pratiquement plus de services publics. Hein, voilà. Donc toute la difficulté. Comment on va organiser les communes du canton d'Ouchy? Certaines communes qui bordent, et là je parle sous contrôle de mon voisin, hein, il est plus attiré vers Soissons, à la limite. Villers-Cotterêts, je ne suis pas certain que. Financièrement, je suis pas du tout aussi. Ah oui, non, financièrement, c'est autre chose. Mais en termes de logique de bassin, voilà, voire même faire en Tardenois. C'est pas clair. Donc les découpages, bon, encore le canton d'Ouchy, il n'est pas trop charcuté. On prend des cantons dans l'Aisne, alors là, c'est abominable. Le cas le plus avéré, c'est Craonne. Alors là, ils ont fait une dentelle autour de l'an, entre le canton d'Anizy et Craonne, les habitants ne savent même plus. Il y a même des candidats qui ont moyen de coller des affiches sur les mauvais panneaux, ils ne savent même pas eux-mêmes sur les communes. Bon, non mais, si les candidats s'y perdent, pensez donc que citoyens. Hein, bon, moi je veux bien qu'on m'explique. Peut y avoir la logique. Moi je ne suis pas quelqu'un d'obtus, je dis après tout, j'ai peut-être pas bien compris. Le problème c'est qu'on ne peut pas expliquer. C'est pas très clair. Alors si on nous répond c'est un équilibre de population. Et là aussi, il ne faut pas raisonner en valeur absolue. 30 000 habitants en zone rurale, c'est pas 30 000 habitants en ville. C'est pas du tout le même schéma. On ne structure pas la même nombre de population en fonction que c'est un canton rural, c'est un canton urbain. Un canton urbain, il y a des réseaux, il y a des maillages de transport en commun, il y a des services. 30 000, c'est rien. En milieu rural, c'est énorme. Structurer 30 000 habitants, avec presque plus de services publics. Il y a des gens qui sont abandonnés. Bon, là, l'État me casse les pieds avec l'histoire de zone franche à Villers-Cotterêts. Mais je suis désolé, mais des gens nécessiteux, il y en a en milieu rural, on n'en a pas idée. Quand il suffit d'aller distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres, vous allez dans des ruelles, vous vous dites, mais c'est pas possible. Et cela, on n'en parle jamais. Jamais. Bon, alors, c'est tout cela qu'il faut mettre sur la table. Je ne suis pas certain que les communes du canton d'Ouchy, on va pouvoir appliquer le même schéma qu'à Villers-Cotterêts. Voilà, je suis même sûr du contraire. Je suis même sûr du contraire. Voilà, on a le cas particulier de Neuilly-Saint-Fond et de La Ferté-Milon, puisqu'ils font maintenant partie du même canton, il va bien falloir qu'ils s'appellent à travailler ensemble, parce que ces deux villes-là, à mon avis, ont quelque chose à faire. Ça n'interdit pas d'ailleurs que La Ferté-Milon peut travailler avec Villers-Cotterêts, mais à trois, on a peut-être quelque chose à faire. Mais ça va être compliqué. Nous, La Ferté-Milon, je pense que ça peut se faire. Neuilly-Saint-Fond, ça va être compliqué. Donc, peut-être qu'il faut attendre que le personnel politique local fermente et admette qu'il faut travailler ensemble. Voilà. C'est pour ça que je crois que ça ne va pas être facile d'organiser le département autour de cette nouvelle donne. Je crains d'ailleurs que le mandat qui arrive, c'est valable d'ailleurs pour les nouvelles régions. À mon avis, il va y avoir un mandat qui va être consacré à digérer la fusion. Je plains les futurs exécutifs régionaux.
hein, c'est un véritable cadeau empoisonné. Mais le département aussi, parce que là on a mis des territoires ensemble, des communes qui, certaines ne voulaient pas être ensemble. Lorsqu'on assistait au débat des intercos, je peux vous dire qu'on a mis ensemble des communes qui ne voulaient pas être ensemble. Il y en a certaines, ça va être ubuesque. On peut pas de laine. Ben, voilà. Non mais, donc il va falloir apprendre à travailler d'abord en binôme, parce que même les élus n'ont pas l'habitude de travailler en binôme. Bon déjà, c'est une autre façon de travailler. Et comment vous allez rompre l'isolement? Parce que vous avez beaucoup de personnes qui sont très isolées dans nos cantons. Et quel est le... rompre l'isolement, c'est-à-dire il va falloir... Quel isolement? Parce que l'isolement n'est pas ressenti de la même manière. Parce que je vois des personnes âgées qui se sentent très seules. Oui, non mais vous avez l'isolement physique. Certains ressentent un isolement numérique. Certains ressentent un isolement par rapport aux jeunes, par rapport aux activités. Certains ressentent un isolement par rapport à la formation. Donc il y a plusieurs formes d'isolement. Et c'est là la véritable problématique. Bon, les entreprises, nous on a des entreprises qui viennent s'installer, qui nous disent bah, nous, vous voulez des entreprises à haute valeur ajoutée, M. Bricot? Très bien. Et moi, si on a des entreprises à haute valeur ajoutée, ça veut dire qu'elles ne viennent pas seules. Elles viennent et elles se posent des questions avec leurs sous-traitantes. En France, on fait venir des boîtes et on ne se pose pas la question des sous-traitants. Alors ça, c'est quand même incroyable. C'est pour ça d'ailleurs que la solution de facilité, c'est de faire de la logistique. Eux, ils n'ont pas de problème de sous-traitants. Hein. Ils peuvent travailler... voilà. Or, des entreprises à haute valeur ajoutée, ils ne travaillent pas tout seuls. Moi, ça m'intéresse parce que c'était dans la situation pour faire venir justement des entreprises. Elles sont pas vives. Vous allez les faire venir comment? Ça reste pas simplement... Ah non, mais faire venir ces entreprises-là, je vous dis carrément, ça ne m'intéresse pas. Ou d'autres. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est les entreprises qui fonctionnent avec deux bonhommes. La logistique, ça apporte rien en emploi. On est d'accord. Voilà. Mais par contre, celles qui pourvoient les emplois, ce sont des entreprises qui ne veulent pas venir, qui ne sont pas seules. Elle dit, mais moi, mon sous-traitant, qu'est-ce que vous me faites pour moi pour travailler mon sous-traitant? Déjà, il faut les faire connaître. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des entreprises, moi je suis arrivé avec une petite commune, il y a des entreprises qui sont les unes à côté des autres, ils ne se connaissent même pas. Ils ne se parlaient même pas. Et les gens, mais on ne savait pas que vous fabriquiez ça, on va peut-être voir ensemble. Ah, c'est dans les années pas tant, ça. Bon, ben, là, ça commence à se mettre en œuvre, on les a fait rencontrer, il y a eu aussi des initiatives qui viennent d'entrepreneurs aussi, et ça aussi c'est une bonne chose. Hein, il y a notamment une chef d'entreprise très dynamique qui a mis le pied à l'étrier. Après il faut aussi guider dans leur action pour pas que ça parte dans tous les sens. Bon, parce que les entreprises aussi, il ne faut pas qu'elles attendent tout la puissance publique et des élus, mais aussi elles, qu'elles sortent un peu aussi de leur grillage, c'est vrai qu'ils sont très pris. Bon, il y a des entreprises ici qui commencent à travailler ensemble parce qu'ils ne savaient pas qu'ils fabriquaient à côté des choses qui peuvent se mettre en commun. Bon, je pense qu'il faut aussi voir, à partir du moment où on a des savoir-faire des publics, des jeunes qui sont formés dans certains corps de métier parce qu'il y a déjà des entreprises, se dire quelles sont les entreprises qui pourraient nous reprendre ces jeunes-là si jamais celles-là perdaient pied. Voilà, donc il y a peut-être véritablement une orientation économique. Non mais attendez, c'est quand même tout un programme que l'EPS ou Sarkozy a souhaité mettre en place à un moment donné, et il y a eu telle lourdeur qu'ils n'ont pas avancé. Lorsque vous parlez d'adéquation entre les entreprises et les formations, on sait très bien que ça c'est un truc qui n'a jamais fonctionné. Parce qu'on est toujours en retard. Ça fonctionne pas pour vous. Mais il y a plein de choses qu'ils voulaient faire. Mais le problème c'est qu'ils justement, ils segmentent l'activité publique. Ils veulent changer. Ils disent qu'ils veulent changer les choses au quotidien, et ils ont peut-être des choses qui vont vu à un moment que c'était bien. Mais ils refusent de changer au plus haut niveau ce qui est nécessaire de mettre préalablement en place pour que ça marche. Tu sais même pas pour n'importe quelle formation. Parce que former c'est bien. L'alternance ça fonctionne bien, 97% d'emplois sortis. Non mais on peut bien faire au niveau européen, il y a des choses qu'on Non mais là vous m'avez convaincu, c'est ce que je vous dis depuis le début. Et bien comment mettre un programme comme le vôtre en place? Non mais je vais retourner non, je la pose plus cette question, c'est le premier. C'est le premier. Mais si, mais je vais vous répondre. Non, parce que... Et là vous allez vous apercevoir que... C'est une serpent de mer. Mais non, mais je vais vous répondre effectivement, mais vous voyez, vous prévoyez ça parce qu'on est cohérent. Non, c'est que... Mais non, mais c'est évident que la prise de pouvoir au niveau départemental, régional, c'est un cadre, c'est dans le cadre d'une prise de pouvoir globale. Et nous le disons, et je le redis, je le répète à chaque fois, avoir des élus départementaux, si c'est pour en rester là, ça sert effectivement à rien. On est d'accord. Merci de confirmer ce que je dis depuis le début de la campagne. Voilà. Nos prédécesseurs, tous ceux qui sont au pouvoir depuis 50 ans,
ils font du saupoudrage. Ils ne font pas les réformes de structure, mais pas sur que sur le plan économique. Il y a des réformes politiques pour lesquelles ils n'ont pas le courage de le faire. M. Sarkozy, il a voulu faire croire en 2007, il a essayé de siphonner l'électorat du Front National en essayant de faire croire qu'il allait faire les choses à notre place. Bon, d'abord, les citoyens ont compris que l'original, c'est toujours mieux que la copie. Bon, et il ne l'a pas fait. Bon, il est évident qu'il faut régler des problèmes de fond. Nous, on se prépositionne, mais il est évident que les marges, c'est comme à la ville. Il y a des choses que je peux faire dans le cadre légal, et je m'efforce de faire, c'est déjà mieux que rien. Mais il y a beaucoup de choses où je suis frustré parce que je ne peux pas faire ce que je souhaiterais faire parce que la loi m'y interdit. D'ailleurs, c'est la raison de l'échec relatif de nos premières conquêtes municipales, où le diagnostic fait par nos adversaires est totalement idiot. La plupart des communes qui ont été gérées par le Front National, ça a été reconnu d'ailleurs par Bercy, étaient sous plan financier bien gérées, sachant que la plupart qu'on avait récupérées, si on les avait récupérées, elles étaient en lambeaux. Bon. Toulon était presque géré par le préfet. Lorsque la municipalité Front National est partie, on n'en parlait plus. L'erreur qui a été faite, on en a tiré la leçon, c'est qu'on a voulu appliquer localement des choses qui n'étaient pas possibles, on était hors la loi. On s'est fait retoquer. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Préférence nationale à notre rôle. On s'est fait retoquer par les tribunaux. C'est qu'on a voulu appliquer notre programme dans sa plénitude, dans sa pureté. Ben, la loi ne nous permettait pas. Donc on a tiré la leçon. La prise de pouvoir, elle est globale. Donc on se prépositionne. Il est évident que si on rate le coup, nos marges de manœuvre resteront étroites, même si on essaye quand même d'appliquer baisse de la fiscalité. On est quand même 2 fois pour une vote de budget, même si c'est symbolique, mais si c'est si facile, j'empêche personne de le faire avant moi. Hein, dans le contexte aujourd'hui, c'est pas si simple que ça. Bon, ensuite, mais là on est d'accord avec vous, vous faites une démarche politique vous aussi, donc on se comprend. Voilà, on était tout à fait contre le traité de Lisbonne, mais le renégocier aujourd'hui semble complètement impossible. Donc c'est pour ça que mais ça sert à rien de négocier. C'est pas abordable. C'est pas abordable. C'est le système. Et en sortir, c'est très compliqué. Ah ben si sortir on peut, ben là c'est une volonté politique forte. Hein. Wow. Mais ça nécessite le préalable indispensable, je le répète, prendre le pouvoir en France. L'Europe sans la France, ça ne sera pas. Si on prend le pouvoir en France et qu'on en sort, l'Europe, là, elle part en vote. Mélenchon dit la même chose. Hein. On est pas il a voté Maastricht, Mélenchon. Il a voté Maastricht. Oui, il s'est dessus, on fait des erreurs. Ah oui, on va peut-être pas le laisser continuer à en faire. On va peut-être pas prendre ceux qui font Même des une horloge erreurs. arrêtée a raison 2 fois par jour. Oui. Il fait une analyse partielle de ce Mélenchon. Il y a des choses alors il l'a dit d'ailleurs, il y a des choses où on peut se retrouver, mais l'analyse, il ne va pas au-delà, il ne va pas jusqu'au bout de son analyse. Bon, le problème aujourd'hui, c'est que si on peut en sortir, nous on a un scénario de sortie, mais elle peut se faire avec les pays européens. Tout ça sera compliqué. C'est un peu comme une maison en feu. Hein, si on attend que la maison soit en flamme du grenier au sous-sol pour sauter par la fenêtre, c'est sûr que ça va être très compliqué. Alors en fait, c'est l'Europe que vous voulez, c'est même pas la France, puisque pour que vous soyez d'accord, il va falloir qu'il y ait une politique commune, et vous voyez bien qu'on est... Ah mais pour en sortir, mais pour en sortir, il faut en sortir ensemble, parce que c'est tous les pays. Ça va sortir par la gauche, excusez-moi. Ah oui, mais ça, on a vu ce que ça a donné. Ah, bravo. Je pense. Oui, mais vous savez... On a vu le résultat. On va voir comment la France s'en sortir. C'est mal parti. Il y a une majorité de gouvernements qui sont à gauche. Aujourd'hui, on voit le résultat, madame. Non, mais attendez. Effondrement du pays. Non, mais La gauche est majoritaire en Europe aujourd'hui. On voit le résultat, madame. Non mais monsieur le PS, c'est pas la gauche. Attendez, on va voir. Ah ouais. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que le reste, c'est pas en train de prendre de bons chemins. Ah ben, c'est la gauche. C'est eux qui nous ont mis dans le défi. Non, mais à mon avis, il y a des choses. Nous, c'était intéressant. C'est la raison pour laquelle on s'était dit, tiens, on n'avait pas démobilisé, on avait même dit à un moment que c'est intéressant. C'est intéressant, mais pas du tout. Mais non, on ne récupère pas, c'est parce que les solutions certaines des solutions qui sont prises, c'est celles qu'on préconise depuis 40 ans. Bon, en Grèce, c'est pas depuis longtemps, nous, ça fait 40 ans. Bon, on s'est dit, là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Malheureusement, ils s'y tiennent pas. Ils s'y tiennent pas parce que c'est trop tard. Mais parce que c'est trop tard, ils sont tout seuls. Ça confirme bien ce que je vous dis. Il faut le faire ensemble. Une fois qu'on sera sorti, on retrouvera nos vies, chacun les uns les autres, on aura de marge de manœuvre. Mais sortir de la maison qui est flotte, on ne peut pas faire autrement parce que tous les pays européens, on va tous partir dans tous les sens. Et c'est justement pour illustrer qu'on ne veut pas tout foutre par terre de l'Europe. Donc on veut essayer de sauver ce qui est sauvable, on voudrait essayer de sauver un maximum de meubles, de maisons qui brûlent, et pour ça il ne faut pas être condamné à sauter par la fenêtre. Donc si on en sort en bon ordre,
de manière préméditée, on peut encore sortir par l'escalier, par la porte, sans perdre du monde, et on a un scénario de sortie dans ce cas-là. Si on subit l'Europe et qu'on continue à s'obstiner, on sautera par les fenêtres. Mais d'une manière ou d'une autre, on sera obligé de sortir de la maison à un moment ou à un autre, parce que ça ne marchera pas. L'euro le démontre d'ailleurs aujourd'hui. Hein, on a parlé de la Grèce, on n'a pas cité un pays qui est de fait sorti de l'euro parce qu'il y était attelé, qui n'en fait pas partie, mais qui était attelé, qui était accroché à lui, c'est la Suisse. La Suisse a découplé, est sortie de l'euro, hein, parce que le franc suisse n'est pas dans la zone euro, mais il était à parité, il suivait. Et là, il a dit que ça lui coûtait trop cher, que l'euro était devenu une monnaie de singe, qu'il ne voulait pas s'y accrocher, et il a pris un risque énorme. Sur ces produits. Là, bon, elle est sur des marchés de niche. D'accord? Quand même. Bon, c'est passé sous silence. Les eurocrates n'ont surtout pas trop divulgué, parce que c'est exactement le scénario qu'on avait prévu qu'il allait se passer. On l'avait dit, la Suisse, ça fait 4 ans qu'on dit que la Suisse va un jour couper le ruban. Qu'est-ce que vous voulez? On a souvent tort d'avoir raison trop tôt. Je vais plus de fois que la gauche radicale applique le programme de l'extrême droite. Voilà. Mais non, mais vous en faites partie. Extrême droite, moi je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est extrême droite. Ah, vous savez pas? Ah non, pas du tout. Moi j'attends toujours qu'on me donne une définition d'extrême droite, politique. Hein. Autant que Ah, ben l'extrême c'est une gauche. histoire. Non, mais on met tout dans le même panier, on mélange tout. C'est valable d'ailleurs pour l'extrême gauche, je veux dire. Bon, voilà, donc pour moi ça ne veut rien dire. C'est des termes qui permettent à rendre l'électorat captif de politiciens professionnels qui rangent derrière des étiquettes dont ils ne maîtrisent même plus le terme. Hein. Ça permet de mettre en fourre-tout, de baptiser, de faire des amalgames. Voilà, moi extrême droite, je sais pas ce que c'est. Bah, écoutez, ça permet de dire que le PS est à gauche. Mais gauche-droite, ça ne veut plus rien dire. Voilà. Gauche-droite ne veut plus rien dire. Le clivage de gauche ne veut plus rien dire. Donnez-moi la définition de la gauche et de la droite. Nous, on en a bien une. Mais même la droite ne s'y conforme même. Vous savez, notre différence est quand même basée même sur quelque chose d'essentiel, qui me semble essentiel. Moi, ma différence avec vous, c'est que moi, je suis française, que je ne comprends pas français de souche. Ah ben moi, je suis français aussi. Hein. Non, mais que je ne comprends pas le mot français de souche. Il va falloir vous expliquer. Parce que là, C'est quoi le rapport avec le département? Non, mais si, je peux c'est plus n'importe quoi. qui a pris souche, on l'a dit. Ah, ben voilà. Oui, c'est quelqu'un qui a pris souche, quel que soit l'instant où il a pris souche. Vous voyez, je vais vous apprendre quelque chose. Allez-y, mais... Vous savez ce que c'est? Voilà. Une souche, c'est quelque chose qui est en racine. Oui, c'est Un Français de souche, ou un Autrichien de souche, ou un Japonais de souche, ou toutes les nations de souche, les citoyens de souche, ce sont des personnes qui ont pris souche dans le pays. Ils peuvent venir de n'importe où, mais ils ont pris souche. Ça peut être depuis 2, 3, 4, 40, 70, 200 générations. Quelqu'un qui n'est pas de souche, c'est quelqu'un qui est dans le pays et qui n'a pas pris souche. C'est qui, moi, je passe dessus. Ça, c'est pas un. Donc ça n'a pas. Voilà, dans notre esprit à nous, c'est ça. C'est le sens littéral du terme. C'est la notion d'enracinement. Maintenant, peut-être enraciné quelqu'un qui vient de n'importe où de la planète. Ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. Quelqu'un qui vient et qui ne l'est pas peut le devenir. Voilà. Si on prend la peine de nous écouter, on comprend. Mais il semblerait que M. Hollande ait compris, puisqu'il a utilisé le terme. J'espère qu'il a compris. Non, mais une fois qu'on est français, moi je ne le fais pas, mais ce terme c'était pour expliquer qu'il ne suffisait pas de mettre le pied en France pour être un français de souche. Non, mais c'est. Oui, mais vous, comme tous ceux qui se sont battus pour la France, y compris ceux qui sont originaires de territoires qui sont plus français. Vous savez, quand on parle aux Français, c'est pour les politiques en général, les Français, lorsqu'on parle des Français, moi je suis désolé, un politique qui ne parle pas de moi, je suis français, effectivement, mais on ne peut pas amalgamer tous les Français dans le même discours. Mais personne ne l'a fait. Nous sommes françaises, je m'interroge sur la question française de souche. Ah si, moi c'est la seule. Et qui c'est qui a fait Bernard? C'est la seule communauté que je reconnais, c'est la communauté nationale. Quel que soit, à partir du moment où ils sont, quand ils admettent nos voix, nos coutumes, nos traditions, ils épousent, ils deviennent de souche. C'est la notion d'enracinement. Mais quand ils admettent nos règles, et puis qu'ils jouent nos lois, nos coutumes, nos traditions, qu'ils ne parlent pas de nous imposer leur communautarisme. Entre Français, on a des
différences les uns des autres. Mais bien sûr qu'il y a des différences, mais on partage. Bien sûr qu'on a des différences. Votre porte elle est blanche, très bien, elle est marron. Vos fenêtres sont en bois, l'autre en aluminium. Bien sûr, il y a des différences. Non mais les différences, c'est des différences qui structurent un État, une nation, c'est un peuple, une culture, qui a une histoire commune, et l'histoire n'est pas statique, elle évolue. Donc certains peuvent prendre le train en marche. Et là, effectivement, ça s'est toujours passé comme ça, à condition que ce soit homéopathique, autrement ça ne fonctionne pas. Où le danger vient, c'est quand ce n'est plus des individus qui viennent s'agglomérer. C'est quand des communautés, on vient et on garde toutes les traditions. Ça ne marche pas. J'ai déjà donné au Liban, j'ai vu ce que ça donnait. Ça ne marche nulle part. Non, mais si, c'est comme ça. Mais non, mais c'est les sociétés humaines. C'est pas la même histoire. Non, mais c'est pas la même histoire. On n'a pas la même histoire. Donc le Liban a une réaction, on en a d'autres. Non, il y a des réactions universelles liées à la nature humaine. Oui. Quand vous essayez de... Bien sûr. Mais si, quand vous essayez de... C'est même la vie. Quand vous essayez de faire vivre ensemble des gens qui ne veulent pas avoir les mêmes coutumes, traditions, qui ne partagent pas la même culture, la même envie, les guerres aujourd'hui dans le monde musulman, entre les chrétiens, entre les juifs et les musulmans, les guerres entre musulmans même. C'est parce que ce sont des communautés qui n'arrivent pas à vivre ensemble, elles n'ont pas la même histoire, la même culture, les mêmes traditions. C'est limpide pour la majorité des gens. Excusez-moi, c'est vrai que quand c'est maintenant que vous m'en parlez, je peux peut-être comprendre, maintenant que me deviennent dessus. Moi, je ne sais pas, je suis né à Paris, j'ai vu des Espagnols. C'est quoi le rapport avec le départemental là? Moi, je m'appelle Dufour, mon père s'appelle Dufour. C'est quoi le rapport avec le départemental là? Vous n'allez pas me demander. Mais madame, ça ne veut rien dire. On peut s'appeler Hamed et être français de souche, madame. Être français de souche. Ils ont pris le temps de devenir français. Mais il est où le rapport là? Attendez, non madame, il y a des gens qui viennent en France et à partir du moment où ils mettent le pied en France, ils ont des droits et ils exigent d'avoir les droits. Ceux-là ne sont pas touchés. Non mais c'est pas ça. C'est quoi le rapport avec le départemental? Non mais ça m'intéresse. Vous êtes plus français que moi. Attendez, s'il vous plaît. Madame Dufour, c'est quoi le rapport avec le départemental? On va pas faire un débat. Je pense qu'il y a ceux qui font semblant de ne pas comprendre et ceux qui comprennent. Voilà. Moi je suis désolé, je me trouve plus français. Je ne me pose pas cette question. On est d'accord. C'est quoi le rapport? Alors on est tous. C'est très bien. Voilà. Donc vous avez Il n'y a pas de problème. C'est quoi le rapport? Pas du tout, mais mais non, mais je crois que vous essayez de contourner le terme de souche. De souche, une souche, c'est quelque chose qui n'a pas toujours existé. Voilà. Bon, on va pas passer la nuit là-dessus. Vous êtes hors sujet, madame. On n'est pas Je pense que c'est très clair. Oui. On est sur les départements. Vous êtes hors sujet, madame. S'il vous plaît, madame. Bon, ça va. On a compris. Oui. Non, mais vous êtes hors sujet. Pour parler des départements. On n'est pas venu pour parler des départements, madame. de souche ou de je sais pas quoi. Non, mais après, il y a des gens structurés. Oui, mais madame, vous êtes hors sujet. Je pense que j'ai été très clair pour la plupart des gens. Voilà. c'est hors sujet, madame. Je suis désolé. Ensuite, monsieur, allez-y, si vous avez une question à poser. Non, je voulais savoir comment ça va fonctionner pour l'histoire des binômes qui ont été mis en place. Alors, les binômes vont exercer ce que faisait le conseiller fédéral avant, mais à deux. Ah, justement. Voilà. Ah ben, il va falloir se partager les attributions, soit on se partagera les missions en fonction des sensibilités du domaine, soit on sera deux tout seul. Ah mais savoir, attendez, c'est pas moi qui ça c'est sorti de cerveau, de l'équipe de M. Hollande. Je dirais, si vous voulez me faire une psychanalyse de groupe, il faut demander à M. Hollande. Moi je vous dis simplement, ça va se traduire dans leur esprit, il va falloir qu'on fasse à deux. Et là, il faut qu'il y ait un homme et une femme, parce que là, évidemment, il n'y a qu'un mariage, on n'est pas obligé d'avoir un homme et une femme. Non, mais écoutez, un jour, on vous expliquera. Mais pour l'instant, c'est comme ça, on va faire avec. Maintenant, moi, je vous dis comment ça va se traduire, on va être à deux, là où avant, on était tout seul. Maintenant, savoir ce qui intellectuellement est arrivé à cheminement. Alors, écoute, peut-être qu'un jour, on disséquera le cerveau de certains, on comprendra peut-être. C'est ce qu'on appelle une usine à gaz. Oui. Ils aiment bien. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je pense qu'on finira un jour par faire une élection à 4. Il faudra un homme
une femme, il faudra peut-être un handicapé obligatoirement, il faudra avoir quelqu'un qui soit en fauteuil roulant, on sera obligé d'avoir quelqu'un qui est de couleur, parce que s'il n'y en a pas un qui est blanc et qui n'est pas noir, on sera taxé de raciste, donc il en faudra peut-être même 6, parce qu'il faudra aussi avoir quelqu'un qui ait des orientations sexuelles différentes, on finira peut-être pour un mandat avec 14, j'en sais rien. Autant de personnes qu'il y a de communautés, de groupes de pression, pour revenir au débat précédent, parce qu'on est en train de segmenter les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Moi, je ne connais qu'une seule communauté, la communauté nationale. Voilà, la nôtre. En tant que français, après il y a des communautés des autres pays, mais je reconnais qu'ils s'ils raisonnent comme nous, ils ont la leur. Et moi, quand je vais à l'étranger, je respecte la leur. Je ne prétends pas, parce que je pose le pied chez eux, dire attendez, moi j'ai des droits quand j'arrive. Aucun. Voilà, ça c'est le droit du sol, c'est ce qu'on appelle, c'est la théorie qui dit que toute vache nue dans une écurie s'appelle cheval. Eh bien c'est pas vrai. C'est pas vrai. La nature, elle dit, il y a des conditions. Hein. On entend dans les émissions de télévision, partout, la vie des animaux, dans tous les domaines. Ah, il faut conserver les êtres vivants dans leur biotope d'origine, il faut les conserver dans leur environnement. C'est valable pour tout le monde, sauf pour les communautés humaines. Eh bien c'est la négation de la réalité de la vie. On est arrivé aujourd'hui à un point où l'être humain s'arroge d'une telle prétention qu'il croit pouvoir s'affranchir des règles naturelles les plus élémentaires. Eh bien, il y a des rappels à l'ordre dans l'histoire qui sont brutaux. Quand on s'assoit sur ces réalités trop longtemps, on finit par le payer cash. Voilà. Non. On est un animal qui a évolué, mais croire évoluer au point qu'on s'affranchisse des règles élémentaires de la vie, c'est une erreur fondamentale. C'est peut-être là d'ailleurs s'il y a une définition entre la droite et la gauche. Voilà, c'est que la droite, à droite, on considère que les êtres vivants sont des gens enracinés. Ils évoluent dans l'histoire, dans l'espace et dans le temps. Voilà. À gauche, c'est que tout est transposable. On peut tout mettre n'importe où, ça marche. Voilà. On peut replanter un peuplier en plein désert, tout sera. Ben non, tout sera bon. Voilà. Non mais si, la philosophie de gauche, c'est ça. Le marxisme l'a développé, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas de déterminisme. Tout est transposable. Eh bien, c'est juste. Voilà. N'en plaise à ceux qui véhiculent ce genre de théorie. Eh bien, écoutez, madame, vous viendrez vous faire un cours de dialectique marxiste. Non, mais voilà. Mais si, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Il n'y a pas de vérité révélée dans la pensée marxiste. Voilà. Rien n'est intangible. C'est pour ça qu'ils croient en aucune religion. Et c'est cohérent. Ils avaient ça en commun d'ailleurs avec le national-socialisme. C'est pour ça qu'ils ont fait un chemin. Jusqu'au 22 juin 1941. Après, ils ont pas vu. Pas de problème. Ensuite. Dans le cadre de cette nouvelle organisation territoriale, oui, qui va avoir en plus les grandes régions et autres, qu'est-ce que ça va donner au niveau des liaisons ferroviaires dans les régions? Alors ça, c'est une bonne question. Mais ça, c'est valable pour toutes les liaisons. C'est pour tout ce qui est infrastructure. Je pense à Paris. Alors, mais c'est tout le problème. Ça illustre ce que je disais au début de mon propos. Vous voyez qu'on est cohérent. La France est un État centralisé, par essence. Et ça, c'est l'histoire. Voilà. Ça ne change pas comme ça. Toutes nos infrastructures sont organisées en étoiles. En ferroviaire, on appelle ça l'étoile de Legrand, qui a ensuite été structurée par un réseau plus fin, qu'on a appelé le réseau Freycinet, également valable pour la voie d'eau. Bon, aujourd'hui, on redécoupe les régions, mais on ne s'est pas soucié de l'état des lieux des infrastructures héritées de l'histoire. C'est ces mêmes théories constructivistes qu'on dit, voilà, on part de zéro, rassure, on recommence. C'est la pensée de gauche, ça. On peut tout refaire. Non. On doit s'inscrire dans la continuité, parce qu'autrement, on ne va pas refaire les autres ferroviaires français. On ne va pas redéfinir. Bon, voilà. Alors, ce qui ne veut pas dire que le réseau ferroviaire est forcément adapté aujourd'hui, alors qu'il a été construit au XIXe siècle. Mais il y a des modifications, il y a des investissements qui doivent faire qu'on l'adapte aux besoins. Or, aujourd'hui, on ne le fait pas parce qu'on est incapable, effectivement, d'analyser. On redécoupe un territoire. À l'échelle ferroviaire, on voit très bien que nous, le problème, c'est l'Île-de-France. C'est pas le Nord, pas de Calais. Les migrations domicile-travail, j'en connais pas beaucoup qui vont à Lille en train. Tous les jours, en tout cas, je n'en ai pas. Bon, là, c'était le maximum, je sais, j'ai fait pendant 10 ans. Je sais de quoi je parle. C'était limite du faisable, surtout à l'époque. Bon, donc c'est la négation des réalités du territoire. Cette réforme territoriale ne tient pas compte. Oui, voilà. Pour la SNCF, au niveau de la région Île-de-France, quand vous regardez le Grand Paris avec la couronne.
Les seuls qui ne sont pas rentrés dans ce schéma-là, c'est bien la Picardie. Donc là, c'est l'État, c'est la Picardie qui a On aurait bien voulu. Alors, mais moi, mais déjà, effectivement. Ça va de la Martin. Ça va même pas jusqu'à la Crépy. Non, mais parce que la Crépy, c'est vrai. Parce que c'est la Picardie. Mais le débat sur la régionalisation, je vais vous dire, on a déjà pris la mauvaise direction, c'est en 86 Merci Franck, vas-y. qu'il fallait voir le problème. En 86, quand on a réformé les régions, on a instauré le suffrage universel pour les régions, il aurait fallu mettre le débat sur la table à ce moment-là, les régions n'avaient pas encore pris souche dans le débat. Hein. Maintenant, elles se sont racinées, donc c'est beaucoup moins évident à amender, vous voyez, c'est valable pour tous les domaines. Hein. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Déjà, moi je trouve que la partie sud de la Picardie, en gros jusqu'à l'RN 31, c'est les deux. Mais là, on continue. Moi, Mais bien sûr, mais ça va être pire. Là, actuellement, sur la plaquette, personne ne rentre dans l'île de France. Ah ben non, Comment on peut dire chez les autres alors que nous, moi j'ai été très clair. J'ai dit que si le débat est posé globalement sur la table, mais le problème c'est que cette réforme des régions. on peut rentrer ou pas donc, Oui, mais les réformes de région, ils il ont. faut savoir des choses, il faut savoir. Oui, mais les régions, le tort qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont voulu mettre en débat que les régions. Il fallait tout mettre sur la table. Ils ont commencé à dire ah ben on va redécouper les régions, alors il n'est pas question qu'on touche au département. On garde des découpages des départements. Donc là l'idée était déjà pipée. Parce que ici, on est dans une logique francilienne. Maintenant, je veux dire ce qui a été fait avant. Demain, si vous êtes au département, quelle est votre position par rapport à ce problème-là Ben moi, je crois que le département de l'Aisne, il va falloir qu'il réfléchisse effectivement par rapport à l'Île-de-France. Si on prend cette globalité. Ça fait un moment que ça aurait été traité sur les d'accord. C'est mal fait. Non, mais je vous réponds à la question. Moi, le département de l'Aisne, il va falloir le positionner d'abord par rapport. On ne peut pas à la fois réclamer la RN2 et dire que c'est pas l'Île-de-France. C'est bien l'Île-de-France. Bon, ça n'empêche pas qu'on peut faire au niveau de Saint-Quentin une réflexion avec la Somme et le Nord-Pas-de-Calais. Je ne dis pas l'un n'empêche pas l'autre. Mais les priorités qui sont demandées, c'est bien des investissements qui touchent, nous, à l'Île-de-France. Aujourd'hui, quand il y a des gens qui perdent leur emploi parce que les trains ne sont pas à l'heure, c'est bien problématique avec l'Île-de-France. C'est parce qu'on a un syndicat des transports parisiens qu'on appelle le STIF qui ne veut pas se mettre à la table avec la Picardie parce que le pouvoir central étatique est devenu tellement faible qu'il est incapable de rendre des arbitrages. Et il laisse les régions, excusez-moi la rivalité d'expression, se démerder toutes seules. Voilà, merci Franck, vas-y. Mais après, on rejoint le débat introduit par monsieur, c'est que les infrastructures fait qu'aujourd'hui, on peut mettre tous les ronds qu'on veut sur la ligne entre le Bourget et Hirson. Si on ne règle pas le problème de la gare du Nord, c'est comme si on jetait l'argent à la fenêtre. C'est pour ça que je me fie. Les ferroviaires, je m'en occupe à la région, c'est la spécialité. Hein. Le conseil régional peut commencer à dire on va faire une troisième voie après Creil, on va faire. La représentante de l'État, la préfète de région, est venue nous voir. Voilà, il faut que la région mette de l'argent sur la troisième voie entre Ory-la-Ville. Je dis, mais madame, l'État, plutôt que de nous dire, on décide et mettez-nous de l'argent pour faire une troisième voie, mais vous, l'État, réglez d'abord le problème de la gare du Nord. Le problème de la troisième voie se pose parce que les trains sont à la queue leu, parce qu'on n'arrive pas à les rentrer à la gare du Nord. Commençons par là. Ça fait 25 ans. Alors évidemment, c'est 1 milliard. Problème de la gare du Nord. Aujourd'hui, c'est près de 900 millions d'euros. La gardien, je veux dire, c'est qu'on parle dans le Nord. Voilà. Parce que maintenant, ça passe plus. Voilà. Et si vous n'arrivez pas au poste 1B à la minute, c'est terminé, vous plantez tous les trains qui rentrent. Alors on peut faire tous les investissements qu'on veut ailleurs. Le problème du ferroviaire, c'est qu'on est sur un système de transport guidé. C'est la section le plus faible du tube qui détermine tout le tube. En routier, c'est vrai aussi, mais en ferroviaire, c'est encore pire. On peut faire passer qu'un seul train au même moment sur la même voie. Autrement, on a des graves soucis. Voilà. Donc moi je dis que c'est de l'argent jeté par la fenêtre de faire des investissements sur certaines portions en ligne avant qu'on ait réglé le problème de la gare du Nord. Voilà. Le train, il est à l'heure, souvent jusqu'à un peu de kilomètres après la gare du Nord. Et puis vous faites planter par le carré d'entrée. À partir du moment où on rentre dans l'île de France, on s'est prioritaire sur les trains de. Alors, mais aujourd'hui, institutionnellement, c'est très compliqué pour nous d'intervenir au niveau de la gare du Nord, on ne peut rien faire. La priorité, c'est l'argent. Je suis bien d'accord. On est secondaire, nous, on est. C'est comme ça pourquoi les trains n'arrivent pas, parce que la Picardie ne fait plus par rapport à la La Picardie donne des fonds par rapport à la taille de sa commune. Mais on ne peut pas régler le problème de la On a la priorité, c'est qu'il n'a pas. Oui, mais on ne peut pas régler le problème de la gare du Nord. La gare du Nord n'est pas sur le territoire Picard. on est grande ligne à partir de Crépy. Et l'Île-de-France, au-delà d'Ory-la-Ville pour la direction d'Amiens, et au-delà de Saint-Martin, après ils disent que On pense quoi? c'est plus l'Île-de-France. Ah non, vas-y Franck. On parle de quelque chose qui a évolué
qui au départ était utilisable tel quel, ça a évolué, c'est Oui, non, mais bien sûr, non, mais les infrastructures ne sont plus on va adaptées. pas critiquer ce qui s'est passé. Ah non, je ne critique pas. Non, On dit que ça a été un vrai problème. c'est pour ça que je dis d'ailleurs que c'est un procès d'intention fait à la région. Je Voilà, dis d'autant plus je suis que je suis dans l'opposition. Mais j'ai toujours été un opposant crédible parce que je n'ai pas critiqué ce qui ne méritait pas de l'être. Que ce soit Charles Delors ou Claude Génère, d'ailleurs, les deux. Dans le ferroviaire, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas mis de pognon. Le problème, c'est que le préalable, c'est que la puissance, l'État doit remplir son rôle. On met de l'argent dans l'infrastructure. Je rappelle quand même que ce n'est pas la région de payer l'infrastructure. La région doit payer les services, les trains, ce qui roule dessus. Mais pas l'infrastructure. L'infrastructure, c'est le domaine de l'État. Il ne fait pas son boulot. Il nous dit, si vous voulez qu'on améliore, il faut payer en classe. Et on revient tout à l'heure au financement croisé dont on parlait tout à l'heure. L'État n'arrête pas de nous dire ce qu'on doit faire, mais lui-même, il ne fait pas son travail. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'histoire de la plateforme aéroportuaire de Roissy, ça fait près de 10 ans. J'ai dit qu'il faut s'occuper de la virgule qui vient de Laon pour rentrer sur Roissy, faire à Villeparisis un raccordement ferroviaire. Bon, moi j'ai proposé qu'on prenne, alors c'est un peu technique, qu'on profite du projet Roissy Express, qui part de la gare de l'Est pour aller, ils vont faire la partie qui est contre la ligne TGV, et ils vont faire la virgule pour le raccordement. J'ai demandé qu'on ménage au moins la possibilité de faire juste le petit raccordement en direction Laon. Si on le fait pendant les travaux, ça ne va pas coûter très cher. Par contre, s'il faut revenir après, quand on sait ce que coûte le ferroviaire en matière de travaux, ça va nous coûter 10 fois plus cher. Ah ben on nous répond, ah ben c'est pas l'objet de la consultation. Voilà, on est arrivé. À force de segmenter l'action publique, on n'arrive plus à avoir des Avec le Grand Paris, le fossé va s'être... Le Grand Paris va engouffrer. Leur but, c'est de s'isoler et de faire... Complètement. Le Grand Paris passe à côté. Par exemple, nous, hier, on a fait une heure de Grand Paris. Bien sûr, je suis d'accord. Sur Roissy, sur Paris, bon, il y a Volkswagen qui emploie quelques employés, mais du jour au lendemain, ça va partir à tout pas quand. Mais ça prouve bien que l'histoire, d'ailleurs, nous lie. On est lié par les infrastructures qui existaient, on est lié par une culture francilienne, et on est dans le Valois. Non, tout ça, c'est pas complètement déconnecté, il y a une raison. Moi, je pense que cette réforme territoriale, on aurait dû la mettre sur la table. Complètement. Région, département, commune. Voilà, on fait, et on voit et en fonction de ce qui existe, des infrastructures notamment, mais aussi le problème de la désertification médicale, le problème de l'enseignement, le problème des bassins d'emploi, la manœuvre qualifiée, elle est où et elle va où? Bon, l'Île-de-France, alors a un problème, elle s'est tirée une balle dans le pied en voulant rester comme ils étaient, parce qu'eux, ils ne sont pas modifiés. On a remarqué, on n'a pas touché l'Île-de-France, parce que l'État gardait le contrôle, c'est historique. Hein. Bon, mais quand on regarde la partie nord de l'Île-de-France, la partie sud, il y a de l'espace. Hein, mais la partie nord, vous êtes à Montcrail, on a déjà sorti l'Île-de-France. C'est un vrai problème, le développement francilien. Au nord, il n'y a plus de place. Donc ils vont nous rejeter des problématiques. Mais comme on sera Picardie dans le Pas-de-Calais, on va mal les gérer. Moi, j'ai dit qu'il fallait mettre sur la table, et moi, j'étais partisan de le Valois, je suis désolé, c'est voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu des difficultés, parce qu'il aurait fallu éviter à ce moment-là qu'il nous arrive le sort qui est réservé à l'approche banlieue. Là, en termes d'aménagement du territoire, il y avait quand même des choses à faire vraiment attention. Mais je ne crois pas que c'est en niant cette réalité qu'on va les éviter. Voilà, donc je crois qu'on va avoir les inconvénients sans les avantages. Donc on est d'accord. Et c'est effectivement vrai que si on analyse ça dans le cadre du couronne de France, on aurait les transversalités que j'appelais tout à l'heure, là, c'est la logique. Avec le Nord-Pas-de-Calais, ils s'en foutent complètement. Qu'est-ce que vous allez faire dans les trains qui peuvent faire au niveau départemental? Une liaison. Ah, ça, alors attendez, là c'est autre chose, là c'est le transport urbain. Non, ça c'est la communauté de communes. C'est la communauté de communes. Alors il y a un projet effectivement d'une liaison